Passionné d'infos et d'actualité, eh bien, recevez mon bonjour chaleureux et affectif, chère mère de 5-8-7 matin. Eh bien, quel bonheur de vous retrouver ce matin du 12 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. Une fois encore, c'est parti pour une matinée d'information et d'actualité avec, à mes côtés, bien entendu, Christelle Tongodo. Bonjour Christelle. Bonjour Rachida, bien maman. Tu vas bien ce matin, j'espère? Super bien. Ça va, toute l'équipe est au complet, les techniciens sont là. Voilà. Le Réalo, le Réalo, toute l'équipe est au complet. Absolument. Et moi-même, je suis là. Et c'est pas sans vous, évidemment. Et c'est avec vous que nous démarrons tous les jeudis et vendredis. On y va pour l'actualité qui est assez fournie aujourd'hui. On installe. Nous avons déploré lors de la réunion Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au bulletin d'information. Les roues de Yango vont-elles bientôt tourner à nouveau dans les rues du Bénin? Les responsables de cette plateforme de transport public au Bénin sont reçus par les services officiels de tutelle après leur suspension. Au thème de la concertation devant les médias, les motifs de l'arrêt des services et les engagements de l'opérateur sont exposés. Nous avons déploré lors de la réunion le fait que, en dépit de cette lettre de suspension, que les activités de Yango se soient poursuivies. Ils nous ont expliqué les difficultés de mettre leur application, leur plateforme off, parce que ça ne concerne pas seulement le Bénin, ça concerne plusieurs pays dans le monde, ce que nous comprenons, mais on leur a dit quand même qu'il n'y a pas question que l'autorité de l'État soit foulée au sol. Donc, on a retenu quand même que même si l'application techniquement ne sera pas mise off, il ne faut pas qu'à compter de ce jour, qu'ils proposent des courses. C'est un point fondamental sur lequel nous allons les observer et prendre d'autres sanctions au besoin si on constate que, en dépit de cette décision-là, que tout se passe comme si de rien n'était. Ça, c'est la chose la plus fondamentale que nous avons retenue. La deuxième chose, Yango nous a expliqué qu'elle n'est pas une société de transport. Elle est juste une plateforme mise à disposition des sociétés de transport et d'autres sociétés. Ce n'est pas eux-mêmes qui offrent directement le service de transport. Ils ont un partenaire local. Ce partenaire n'est pas reconnu dans les livres du ministère des Transports. Donc, nous avons retenu avec eux qu'ils régularisent la situation pour que les usagers qui empruntent les véhicules puissent être en sécurité. Et ce n'est pas une posture de l'État pour dire que nous ne voulons pas l'activité, bien au contraire, mais on veut que l'activité soit faite suivant les règles de l'art, suivant les réglementations en vigueur dans notre pays. La société Yango s'engage à faire en sorte que toutes ces activités, notamment les activités dans le domaine des nouvelles technologies, ainsi que celles qui seront faites via ces plateformes, puissent être vraiment conformes aux attentes du gouvernement béninois. Des compatriotes reviennent au Bécaye, un retour sur leur terre natale après avoir connu les mésaventures de l'immigration clandestine. Rapatriés au pays par le gouvernement, c'est à la base aérienne qu'ils ont atterri ce mercredi. Alain Sochoumet et Igor Ayosso. Après une aventure périlleuse où ils ont frôlé le pire, ils reviennent au Bécaye. Ces 54 Béninois ont été rapatriés de la Guinée équatoriale par le gouvernement sur fonds propres. J'ai fait pratiquement 3 mois. Il n'y avait même pas à manger. C'était vraiment la galère. Il n'y avait pas à manger. Tous les téléphones, on a vendu, j'ai vendu. Même un peu de biens que j'avais, moto comme machine tronçonneuse que je travaille avec, tout ça là, j'ai essayé de vendre pour dire à la famille de m'envoyer de l'argent. Je suis dans cette aventure qui s'est mal tournée.
Donc, je suis ici pour dire à mes soeurs, je ne peux pas trop parler, quoi. Je vais les conseiller seulement de ne plus aller dans cette aventure. Il vaut mieux de rester chez nous, de gagner un peu là. Ce qui s'est passé chez nous là, si Dieu n'était pas avec nous là, on ne serait pas là aujourd'hui. Ces personnes que vous voyez aujourd'hui sont toutes de nationalité béninoise qui ont pris des embarcations précaires au niveau du Nigeria, qui est leur point de ralliement. Il y avait au départ 3 nationalités, des Burkinabés, des Togolais, mais les Béninois constituent la plus grande masse malheureusement. Et ces personnes ont été secourues par les gardes-côtes équato-guinéennes, mais gardées dans un camp, quasiment privées de liberté. Le gouvernement du Bénin, en Conseil des ministres, a autorisé leur rapatriement sur le Bénin, sur fonds propres, 100% du gouvernement du Bénin. Les Béninois de la diaspora occupent une place importante dans les politiques du gouvernement. Cependant, il est crucial que tout candidat à l'immigration prenne les dispositions légales et régulières en la matière pour ne pas se voir interdire le pays où il atterrit. Et 2 audiences à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, le nouvel ambassadeur de la Chine près le Bénin et le bureau du syndicat des travailleurs de l'audiovisuel public Sintrap étaient chez Édouard Locaux, le premier pour une visite de courtoisie et de prise de contact et le second pour présenter le mémorandum des travailleurs de la SRTB en prélude justement à la mise en œuvre des réformes annoncées. Le point avec Venceslas Abraïmon et Uvaïus Balogun. C'est pour moi un plaisir d'avoir l'occasion de connaître le rôle et le fonctionnement de cette institution, très important. Et aussi d'échanger avec nos amis béninois sur éventuelles coopérations dans le domaine de communication, de la presse. Oui. Nous sommes venus parler avec lui des réformes à la SRTB. Au niveau de notre syndicat, nous avons élaboré un document stratégique et donc nous sommes venus lui remettre officiellement ce document et échanger avec lui sur les réformes. Vous devez savoir aussi que le chef de l'État a demandé à la RAC de mener des réformes et donc nous avons demandé à ce que la RAC puisse avoir un œil quand même sur ce qui se fait à la SRTB. Pour le bien de tous. C'est une satisfaction totale d'avoir la tête de la RAC, un professionnel des médias. Et donc, lorsque vous avez un professionnel des médias, c'est beaucoup plus fluide. Et donc, même avant de venir à cette audience, nous avons déjà commencé par échanger avec le président. Et il s'est montré très disponible d'ailleurs pour accompagner les réformes à la SRTB, accompagner la SRTB à s'améliorer et à donner le meilleur d'eux-mêmes comme le chef de l'État l'aurait souhaité. Les demandes et octrois de bourses au Bénin vont-elles être plus faciles et rapides que jamais? Un dispositif est désormais disponible pour digitaliser tout le processus. La Commission nationale des bourses et aides universitaires l'a officiellement lancé lors de sa session ordinaire à l'UAC mercredi dernier. Le reportage de Rebecca Kendiaronde. Sur cette image, des piles de dossiers pour des demandes de bourses et autres allocations universitaires depuis 1970. Mais ce visuel est bien derrière nous à présent. L'université d'Abomey-Calavi ouvre une nouvelle page, celle de la digitalisation, et modernise de ce fait la gestion des allocations et bourses universitaires. La modernisation s'est manifestée à travers plusieurs réalisations majeures, dont l'adoption du principe des quotas orientés vers les pôles prioritaires du PAG et les filières d'avenir, la programmation pluriannuelle des allocations par entité et une digitalisation progressive et ambitieuse. Dans ce bâtiment flambant neuf inauguré ce jour, un dispositif de contrôle d'accès est mis en place. Kit de biométrie, ordinateur de gestion des visiteurs, serveurs, barrières électroniques, écran de télévision ou encore système de vidéosurveillance. Tout est pensé par la Commission nationale des bourses et aides universitaires pour améliorer le processus et le rendre
surtout plus rigoureux et transparent. Nous pouvons enregistrer comme résultat que d'un délai de traitement de 8 mois de bourse, nous en sommes à 1 mois. Nous pouvons retenir également que désormais, le paiement des allocations rentre dans la mensualisation telle que nous payons les salaires des agents de l'État. Ce qui nous détermine à continuer alors notre engagement pour accompagner ces étudiants pour leur meilleure insertion professionnelle. C'est en cela que, en passant à la digitalisation du traitement des dossiers, des demandes de bourse, vous avez très bien fait et vous avez trouvé bien qu'il faut aller vite. Nous sommes conscients qu'un travail remarquable se fait, notamment par rapport au traitement des allocations universitaires. Cette session ordinaire de la Commission nationale des bourses et aides universitaires a aussi permis aux différents acteurs de présenter les rapports et statistiques des dossiers d'allocation universitaire traités au cours de l'année académique 2023-2024. Et ceci est une notion qui est apparue dans les années 70. L'économie circulaire vise à limiter le gaspillage de ressources naturelles en repensant les modes de production et de consommation. Comment fonctionne-t-elle concrètement dans le dossier environnement de cette semaine? Vincent Sarouaimon et Amandine Agnamboso nous en disent plus. Optimiser l'utilisation des ressources, réduire les déchets en favorisant des pratiques telles que le réemploi, la réparation, le recyclage. L'économie circulaire est un modèle économique qui implique la réduction des déchets au minimum. C'est le fait que les ressources que nous utilisons pour satisfaire nos besoins ne soient pas rejetées. Même si ça ne sert pas à l'utilisation préliminaire, ça peut servir à d'autres utilisations. Donc la matière, les rejets d'une activité peut devenir des matières premières d'une autre activité. Par exemple, si on prend les sachets plastiques, les bouteilles en plastique, une fois qu'on a bu de l'eau, on jette ça dans la nature. Dans d'autres pays, ces bouteilles-là sont recyclées pour être réutilisées encore. Adopter l'économie circulaire revient donc à limiter la perte de la biodiversité, réduire les émissions annuelles de gaz à effet de serre et la dépendance aux matières premières. Au-delà de la gestion des déchets, elle peut être adoptée dans différents secteurs comme celui du textile, du bâtiment et de la construction, ainsi qu'à diverses étapes du cycle de vie d'un produit. Dans le domaine de l'eau, par exemple, elle s'impose comme le changement de paradigme pour préserver les ressources et garantir l'avenir des sociétés. Vous voyez bien que dans les égouts, dans les caniveaux, les eaux usées sont le siège des moustiques. Et pour finir, on contracte des maladies, ce qu'on appelle le malaria, le paludisme, etc., la fièvre typhoïde, etc. Mais si ces eaux usées sont bien gérées, bien traitées, on peut même les réutiliser encore dans d'autres domaines. Par exemple, il y a des pays en Afrique où les eaux usées sont réutilisées et reviennent encore dans les ménages. Aujourd'hui, la ressource en eau devient de plus en plus insuffisante parce qu'avec les changements climatiques, les pluviométries parfois baissent à des endroits donnés, il y a des poches de sécheresse. Donc l'eau qu'on utilise pour les activités agricoles surtout est en baisse. Et alors là, s'il y a la possibilité de prendre ces eaux qui devaient être rejetées, les recycler, les épurer et les réinjecter dans le système de production, ce serait la bienvenue. Des éléments peuvent être piégés, peuvent être récupérés de ces eaux pour servir à la valorisation de nos plantes. Avec plus de 62% des pays africains dépendant des ressources naturelles pour leurs produits intérieurs bruts, l'économie circulaire est cruciale pour la croissance du continent. L'État doit s'impliquer. Il faut suivre ces produits que tu mets sur le marché. Parce que si tu ne suis pas, ça ne va pas revenir. Donc voilà un peu cette politique qu'il faut mettre en place. Les pays européens ont déjà trop avancé en matière d'économie circulaire. Nous, on est en train de commencer et il s'agit ici pour le Bénin d'assurer l'assainissement du Grand Nokoué. C'est des tonnes de déchets qui sont générés par jour.
Et l'économie circulaire va permettre de récupérer beaucoup de déchets qui polluent notre environnement et qui seront utilisés à d'autres fins. L'économie circulaire est une opportunité pour les pays africains. Le Bénin s'inscrit dans cette logique et vient de lancer son plan d'action national pour l'économie circulaire. Un plan d'action qui bénéficie d'un appui de la Banque africaine de développement à travers la Facilité africaine pour l'économie circulaire. Et cet événement heureux qu'a connu l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou pour le maire enfant. Il s'agit de la naissance de quintuplés. La maman et ses enfants sont en bonne santé. Jean-Claude James et Yves Agdopessi ont fait le constat pour nous. 5 cabots de show. Sans nul doute, ce sont les stars du jour de l'hôpital de zone Ordre de Malte de Djougou. 4 filles et un garçon de Dame Zoulera, 32 ans, déjà mère d'une fille et un garçon. Les quintuplés pèsent entre 1,2 kg et 1,7 kg. D'accord. Vous vous sentez bien? Oui, mais je sens la douleur un peu. 4 bébés selon l'échographie. Noum Issoufou Zakari, bientôt 50 ans, et sa femme deviennent les heureux parents de 5 à la naissance. Une première dans l'histoire de cet hôpital cinquantenaire. Ils sont nés par césarienne en fin de matinée par l'équipe du docteur Gani. Comme pour toute naissance, il faut attendre 24 heures pour être complètement rassuré, mais la maman et les bébés se portent bien. Je crois que le papa se porte bien aussi. Non, habituellement on a beaucoup de jumeaux, pas mal de triplés cette année, et puis en mai nous avons eu des quadruplés. Et puis aujourd'hui, 10 décembre, eh bien, ce sont des quintuplés. Je crois que c'est une nouvelle assez extraordinaire parce que même Cotonou est au courant et donc les autorités sont un peu surprises. Voilà, donc c'est un très bel événement, surtout que tout le monde est en bonne santé. Ça là, ce n'est pas de ma force, c'est de la force du bon Dieu. Je suis encore très content de ce que Dieu m'a fait. Et je prie encore Dieu pour que Dieu donne à tout le monde. Non, c'est la première fois que j'ai eu des jumeaux. Si on me disait que j'allais même trouver 2 jumeaux, j'allais dire non. Un miracle de Dieu pour les parents et peut-être un cadeau de Noël anticipé pour cet hôpital qui a soufflé le 24 mars 2024 sa 50e bougie. Et c'est tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Allez, 5 beaux bébés. Christelle Tongodo. C'est bien. C'est vrai que c'est un don de Dieu, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Il y a un mais derrière, n'est-ce pas? C'est pas évident quand même. C'est pas évident, mais bon, nous disons bravo aux heureux parents. Il y en a qui en cherchent juste un, qui n'en trouvent pas. Et oui, c'est le mystère de la vie, j'ai envie de dire, n'est-ce pas? Absolument. Le mystère de la vie. Christelle Tongodo, Dieu bénisse nos bouts de chou. À demain, n'est-ce pas? À demain, toujours avec le même sourire, le même entrain. Tout à fait. N'est-ce pas? Allez. On poursuit ici en plateau. Patrick Diossou, Jean Fondé, ils sont déjà là. L'heure du français, c'est dans un moment. Mais rejoignez-moi. Venez avec moi. On va faire la revue des titres ensemble. Allez, vous le savez, nous sommes le 12 décembre 2024. Et donc, vous êtes sur votre matinale préférée, 5 sur 7 matin. Et comme tous les matins, il y a souvent une parole de motivation. On va y revenir. Bonjour Jean, ça va ce matin? Bonjour Rachidat. La pleine forme, j'ai envie de dire. Eh oui, ça va. Très belle forme. D'accord. Pat, oui, et toi? C'est une journée ensoleillée. Une journée ensoleillée. Et puis, continue. Puis, ça fait aujourd'hui 12, 24, ça fait 12 fois 2. 2 fois 12, oui. Oui, 12 fois 2, ça fait 24. Ça fait 24. Oui. D'accord. 12 fois 2, 24, donc 12, 24 aujourd'hui. J'ai mon petit garçon qui a 10 ans aujourd'hui. Ah là là. Joyeux anniversaire donc à Patrick Junior, j'ai envie de dire. Tu nous rappelles le prénom? Oui, c'est Mauriciano Élisée Primaël. Mauriciano Élisée Primaël. Allez, un bisou. Joyeux anniversaire à toi. Aujourd'hui, vous le savez, nous avons un menu assez, un menu, on va dire, des jeudis. C'est un menu habituel, c'est un menu que vous connaissez déjà. L'heure du français avec
les deux braves que vous voyez là. Les deux braves que vous voyez, l'heure du français, c'est dans un moment. Mais après l'heure du français, il y a bien entendu le débat. Oui. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'enseignement technique et professionnel. Oui. On le sait, il y a cette volonté affichée, n'est-ce pas, du gouvernement de faire la promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Est-ce la réelle porte de sortie face au chômage? On va en parler avec mes débatteurs qui vont me retrouver dans un moment. C'est le menu du jour que j'annonce ainsi. Et vous avez bien entendu la possibilité de répondre à la question du jour, chers amis téléspectateurs, elle est celle-ci. Croyez-vous que le recours à l'enseignement technique et aux formations professionnelles est la solution ultime face au chômage dans notre pays? Je reprends. Croyez-vous que le recours à l'enseignement technique et aux formations professionnelles est la solution ultime face au chômage dans notre pays? On compte sur vous. Répondez à cette question du jour via nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, également WhatsApp. Le numéro, vous le connaissez déjà. Le débat, c'est à 8h après l'heure du français. Et aujourd'hui, je recevrai une dame, Madame Dakogan. Juste après le débat, on va parler d'un événement à venir, la 11e audition du camp de la biodiversité. Prenez le rendez-vous, chers amis téléspectateurs. Mais avant tout cela, allons rapidement à la revue des titres. La revue des titres de ce matin, on démarre par le quotidien d'information Diakpata qui parle donc des différentes nominations intervenues hier. Eh bien, Talon nomme enfin ses ministres conseillers, nous apprend Diakpata. Vous lirez dans ces colonnes la liste complète des 12 nommés. Et on reste avec Diakpata qui s'intéresse à cette séance publique de reddition de comptes 2024 à la mairie de Cotonou. Le maire rend compte des actions menées à ses mandants, plusieurs doléances des populations satisfaites. Alors, on quitte Diakpata pour Matin Libre. Nomination de ministres conseillers comme Souyaï s'est recasé de la rupture. C'est un profil en inadéquation avec le titre ronflant. C'est un titre donc de Matin Libre. Ça promet d'être intéressant en tout cas comme lecture. Matin Libre toujours. Handball, obtention de la licence CIHF et bien la formation des formateurs du 12 au 21 décembre à Cotonou. Sidiko Karimo et sa team franchissent un nouveau cap. Commercialisation de produits agricoles au Bénin. Morel Dagba et le mouvement libéral appelle au respect des lois. La tribune de la capitale maintenant, message du premier magistrat du pays sur l'état de la nation, Patrice Talon au Parlement le vendredi 20 décembre prochain, informe la tribune de la capitale qui ne manque pas de s'intéresser à l'actualité liée au Conseil des ministres, l'identité des ministres conseillers enfin dévoilée. On quitte la tribune de la capitale pour retrouver la cloche. Nomination des ministres conseillers à la présidence de la République. Voici les 12 apôtres de Talon. La cloche toujours, sécurité intérieure, 1785 agents de police à recruter bientôt. Voyons voir maintenant du côté de l'emblème. Nomination des ministres conseillers et membres du CES, Janvier Yarouedéo, nommé ministre conseiller, liste des autres promus par le président Patrice Talon. L'emblème conseil économique, social et culturel, eh bien l'honorable Borgia Santos Tawes Mbouké participe aux travaux. Dabarou, présidence de la République du Bénin, enfin, Talon nomme ses ministres conseillers, zoom sur leur rôle et mission, toujours avec Dabarou, Parakou, qui nous emmène directement à Parakou, où il nous apprend que Bosso
Pibou et Barasouno sur scène les 13 et 14 décembre 2024. L'événement du jour, suivi de la mise en œuvre du PAG au Bénin, le président Talon nomme 12 ministres conseillers. Les missions des nouveaux collaborateurs du chef de l'État sont à découvrir dans les colonnes de l'événement du jour, qui s'intéresse à la prise d'actes et de décisions en faveur de la gente féminine, de la... On dit Jean ou Jean? Gente féminine ou Jean féminine? Jean féminine. Voilà. Je me suis rappelé d'un cours de l'heure du français. Je me suis dit, mais tiens, Rachida, tu fais une erreur monumentale. Alors, je reprends donc ce titre. Je reprends donc ce titre de l'événement précis, prise d'actes et de décision en faveur de la gent féminine au Bénin. Les femmes élues du Bénin expriment reconnaissance et soutien au président de la République. Et on met un thème à la revue des titres avec... le grand jury Talon nomme les ministres conseillers à la présidence. C'était hier. Et le grand jury, toujours Grand Prix panafricain, Africa Great Builders Awards. Eh bien, Patrice Ronsou Guédet fait grand bâtisseur d'Afrique. Le colonel devient une personne africaine de référence, nous apprend le grand jury. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. Allez, direction l'heure du français. Sur le boulevard de l'heure du français, nous retrouvons Jean et Pat, les inconditionnels. Dès jeudi, bonjour. Enfin, oui, bonjour. Oui, rebonjour. Patrick, Rebonjour. Jean Fandé. À fond Gandia. Fond Gandhi. D'accord. On tourne au bani. To. Il y a des bisani. À la fia. Comment souffrir à la fia? Ou bien on peut aussi dire caro. Caro. Non, caro c'est bonjour, non? Oui, c'est bonjour. C'est bonjour, non, Patrick? Oui, c'est bonjour. Ne mets du pas en heure. C'est bonjour, n'est-ce pas? Oui. D'accord, allez. On peut aussi dire kunando. Voilà, oui, ça c'est pour les Bariba. Nasuba, c'est pour les Dendi. Et Karo, c'est pour les Yoruba. Oui. Ainsi de suite. Mifonyuidea. Ça c'est le Mina, non? Mifonyuidea. Ça c'est Adja. Ça c'est oui. Ça c'est King Vincent, ça. Ça c'est King Vincent. D'accord. Allez, c'est notre façon à nous, en tout cas, de vous dire bonjour sur l'heure du français et de vous souhaiter la bienvenue sur cette tranche jupitérienne. Oui, bravo. Ouais. Et tu as pu tirer quelque chose de très fort, la salutation. Ouais. Tu as pu déceler quelque chose de très bien. Déceler, justement, on va parler de déceler. Mais déceler, dans ce cas, déceler, c'est D, E accent aigu, C, E, L, E, R. Déceler, tirer, d'accord? Mais les décelés dont on va parler, M. Fandé, aujourd'hui, c'est avec deux orthographes qui sont totalement différentes. Tout à fait. Tout à fait. Mais permets-moi, parce que ce n'est pas une habitude souvent de notre part de commencer cette émission, de ne pas commencer par dire ce qui est. Notre collaboratrice, notre directrice, Rachida, est extraordinairement bien habillée ce matin. Ouais. Donc, il faut faire déceler cela. Je suis noire d'ébène, mais je vais rougir là. Hein. Non. Franchement. Non, il faut pas le faire. Je reçois. Ah oui, il faut recevoir parce que vous savez, certaines surprises, certaines émotions se transforment en une espèce de boule qui vous coince la gorge et empêche la parole de sortir avec la puissance qu'elle devrait. Mais je m'efforce de dire simplement que vous êtes extraordinairement bien habillé. Oh, merci. C'est grâce à Berlux. C'est grâce à Berlux, on va dire. Merci donc à Berlux de Annie Dassy. Wow. Hein, c'est un prêt-à-porter qui habille
habille les enfants, qui habille les hommes, qui habille les femmes. Et avec plaisir, elle vous recevra. Voilà. Merci Jean Fandé. Bravo. Bien. En fait, ce que moi je retenais, c'était le boulevard au milieu de la tête qui allait, qui ouvrait la voie. C'est pas le boulevard de l'heure de français par hasard. Eh bien, alors, à déceler, oui. Il y a, déceler et déceler. Et bizarre, ce qui paraît bizarre dans ces deux mots, en dépit de la présence de la double consonne et précédée de E, le E là ne se lit pas E. Donc on ne va pas dire déceler. Et même si le second, qui renvoie à la notion de sel, est parfois prononcé déceler pour faire la différence avec le premier. Alors déceler avec DE, accent aigu, C-E, L-E-R se lit déceler. D'accord. Donc déceler, ça veut dire découvrir ce qu'on avait l'intention de cacher, de garder hors de vue, de garder hors déceler de la avec SC. Non. Il y a un autre qu'on n'a pas introduit. On veut CE, n'est-ce pas? Oui, CE, oui. Donc, n'en parlez pas, il ne veut pas être décelé. Ça veut dire qu'il ne veut pas être découvert. D'accord. Maintenant, lorsqu'on vient à déceler, D-E-S-C-E-L-L-E-R, et la différence avec D-E-S-S-E-L-L-E-R, eh bien, c'est cette différence qu'on va opérer tout de suite. Alors, le premier, donc, déceler avec D-E, S-C-E-2-L-E-R ou bien L-L-E-R, eh bien, c'est un verbe transitif qui veut dire détacher, arracher. On peut dire, par exemple, que le prisonnier a réussi à déceler une barre. Alors, quand on parle de déceler, donc ça renvoie à l'idée de quelque chose qui a été solidement fixé pour peut-être de la sécurité, mais qu'on sait réussi à l'arracher. Vous allez voir que dans beaucoup de pays, les gens réussissent à fixer, à sceller des barres de fer, de grosses barres de fer, même dans les rochers, juste pour construire des résidences ou des lits à flanc de rochers. Et donc, c'est fixé solidement, soit dans du béton ou bien dans un mur ou dans un rocher, quelque chose de façon très solide. Et lorsqu'on arrive à l'arracher maintenant, on parle de déceler. On pourra donc dire que c'est le contraire de sceller. Le contraire de sceller. De sceller. Quand on dit sceller, c'est voilà. Attaché, estampillé, mettre un seau de manière à ce que, parce que là, ce n'est pas forcément très solide, parce que quand on parle des scellés des urnes, ou bien qu'une boutique a été scellée, ou bien qu'une relation est scellée depuis là-haut, depuis le ciel. Vous voyez déjà la direction de mon regard. Alors, ça veut dire que on a mis un sceau de manière à sécuriser. Ça, c'est l'un des sens. Mais l'autre sens aussi, c'est sécuriser. Alors, déceler, ça veut dire donc annuler le système de sécurité. D'accord, très bien. Et le deuxième déceler, alors, avec deux S, Oui, avec deux S, vous allez voir qu'il y a la notion de sel. La selle ici, on renvoie à l'idée de siège, qu'il ne faut pas confondre avec les excréments. Qu'il ne faut pas confondre parce que c'est deux homophones, deux homographes, homographes, homophones. Et donc, la selle, le premier sens, je vais à la selle, donc je vais me débarrasser des déchets stomacaux. Et donc, le deuxième dont il est question ici, la deuxième selle, dont il est question ici, c'est le siège. Le siège, et ça renvoie à la notion de cure durcie, généralement concavée et qu'on pose sur le dos du cheval et qui sert de siège donc à celui au cavalier dans l'équitation. D'accord. Alors, donc, de façon simple, déceler veut dire quoi? Enlever le siège du cheval, donc la selle posée au dos du cheval. Dans l'un ou l'autre des cas, il y a le signe d'arracher, d'enlever, c'est parce que ça dépend du contexte. Voilà, parce que là, il y a le préfixe D. Vous avez très bien fait de faire la remarque, parce que dans le premier sceller,
Donc on a dit que c'est fixé. Et dans le second cas aussi, lorsqu'on dit sceller, c'est mettre quelque chose, donc la selle. Et lorsque on met quelqu'un, il faut le rappeler, sur le siège arrière de sa moto ou bien sur la croupe du cheval, on parle de mettre en croupe, prendre en croupe et non remorquer. Donc lorsque je mets quelqu'un sur le siège arrière de ma moto, ce n'est pas... il ne faut pas dire remorquer, c'est autre chose, ça veut dire que vous traînez la personne après vous. Pourquoi on parle de camion remorque? Donc c'est mettre en croupe. Parce que j'imagine, s'il faut parler de remorquer, effectivement, quand vous êtes à moto, vous remorquez la personne. Ça veut dire que vous l'avez attachée, vous la tirez derrière votre moto. Oui, c'est bien sûr. Ce qui n'est pas du tout correct. C'est pas du tout. Alors, on va évoluer maintenant, d'accord? Patrick Johnson, on évolue. Oui, on évolue. Oui. Et je voudrais juste rappeler, vous aviez parlé de déceler pour le premier déceler. Oui. DE à Saint-Aigu, SCE2LER. Bien sûr. Oui, vous avez parlé de sceller. Je voudrais rappeler qu'on peut sceller avec la cire. Pour pouvoir cacheter une enveloppe ou bien la cire, puis on met le cachet du roi, le cachet bien de sûr. le cachet de la présidence pour pouvoir montrer que c'est cacheté, c'est scellé, c'est consolidé, c'est sécurisé. Oui. Donc, quand on veut déceler, dans ce cas, on enlève le cachet, on note le verrou, on note la cire pour pouvoir ouvrir l'enveloppe. C'est juste pour appuyer ce qui a été dit. Merci. Mécanique du langage, cette fois-ci. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir des expressions et des mots qu'il faut dire ou qu'il ne faut pas dire. Mais on ne va pas parler de dire, mais d'écrire. Écrire, oui. Écrire, parce que c'est un peu plus clair par rapport à l'écrit. Oui, monsieur Fandé, on commence par le premier. Oui, le premier. N'écrivez pas. Oui, il risque de, je risque de. Et quand on dit risque de, ce qui doit suivre doit être négatif. Donc on ne peut pas dire il risque de gagner parce qu'il n'y a aucun risque à gagner. Je risque d'avoir 20 sur 20 en mathématiques, il n'y a aucun risque là. Notre équipe risque de gagner, il n'y a aucun risque, donc ce sont des contresens. Il faut donc éviter de dire je risque de gagner, je risque de quand on dit je risque, ça veut dire que ce qui suit doit être négatif. Alors pour un peu étendre la chose, on peut dire la probabilité que je gagne est forte. Et lorsqu'on veut on veut montrer qu'on est croyant, on peut dire la providence est forte que je gagne. Donc on ne peut pas dire rester de gagner. Mon enfant risque de réussir au baccalauréat, ça veut dire que c'est mal dit puisqu'il n'y a aucun risque à ce que votre enfant réussisse à son examen du baccalauréat. Eh oui. Donc on doit éviter de l'écrire. Oui. Donc il risque de gagner, on ne l'écrit pas. On peut écrire plutôt. Vous l'avez évoqué. Oui. Ou il a des chances de gagner. Il a des chances de gagner ou des fortes chances de gagner. Il a de fortes chances de gagner. Deuxième expression. Il se retire sans aucun frais. Si c'était écrit à l'écran, on allait constater que c'est pourquoi on a dit il n'écrivait pas. Lorsqu'on parle de frais, dans ce contexte, le contexte de ce qu'il faut payer pour satisfaire à une exigence, à une amende, eh bien, frais est toujours pluriel. Donc, on ne peut pas écrire « il s'est retiré sans aucun frais » et ne pas mettre « S » à aucun, c'est une faute. Il faut donc « il s'est retiré sans aucun frais », donc frais doit toujours prendre « S » dans ce contexte. Aucun doit toujours pas frais. Oui, aucun, pas frais. Au frère, il y a son ex. Donc, aucun doit toujours prendre son S. D'accord. Oui. Troisième expression. Il n'arrête pas de parler. Il n'arrête pas de parler. S'il a la logorée, d'accord. S'il a la logorée, d'accord. Alors, donc, on ne dit pas il n'arrête pas de parler, on ne dit pas ça. On ne dit pas il n'arrête pas de parler, on peut dire il ne cesse de parler. Il ne cesse de parler. Oui. Il ne cesse de parler. Il ne cesse de parler. C'est quoi? C'est un français trop banal ou... est-ce que c'est mal s'exprimer ou c'est la recherche, de... Non, c'est d'abord une question de bienséance langagière. Lorsque le verbe arrêter, le verbe cesser. Lorsqu'on prend arrêter, ça veut dire c'est une suspension.
une suspension définitive, une suspension remarquable. Oui. Or, lorsqu'on dit cesser, cela renvoie à un processus lent qui va prendre peut-être un terme dans l'espoir de recommencer. Oui. Lorsqu'on dit « il n'arrête pas de parler », ça relève du langage familier. Oui, ça relève carrément du langage familier. Or, en écrivant, lorsque vous écrivez, il faut éviter à la fois le langage peut-être familier ou argotique ou populaire. Donc, c'est cela qui pousse à conseiller qu'il vaut mieux dire « il ne cesse de parler » au lieu de « il n'arrête de parler ». J'ai souvenance d'une blague où on disait « depuis 2 ans, je n'ai pas parlé dans ma maison ». Et on dit « mais pourquoi ?» Parce que ma femme n'a pas encore cessé de parler. Oui. Bon, c'est juste une blague, hein. Ce n'est pas du machisme, ce n'est pas de la phallocratie. Non, mais bon, vous ne dites rien de mal en fait. Non. On sait que les femmes parlent beaucoup. Non, aujourd'hui, la tendance s'inverse dans les salles de classe. Dans les salles de classe. Oui. Non, ce qui est sûr aujourd'hui, franchement, c'est une réalité. Hein. Oui. Les filles ont pris le pouvoir dans les salles de classe. C'est pouvoir. Oui. Elles ont pris le pouvoir, c'est-à-dire elles ont pris le lead. Oui. Aujourd'hui, dans la plupart des salles de classe, vous verrez, c'est les filles qui sont en tête. Oui. Franchement. Mais elles ne bavardent plus comme avant. Oui. Elles ne bavardent plus, oui, c'est vrai. Sur ce plan-là, c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, la tendance inverse, ce sont les garçons qui sont aujourd'hui bavards. Or, dans toutes nos traditions, ce qu'on nous a enseigné jusque-là, à travers les 4 coins du monde, c'est que ce sont les femmes qui sont bavardes. Et même dans Les Femmes et le secret de La Fontaine commence cette fable en disant « Rien ne pèse plus lourd aux femmes que le secret ». Et heureusement qu'il a déjà précisé depuis le XVIIe siècle, là-dessus, il y a des hommes pires que des femmes. Donc c'est pour dire que depuis le XVIIe siècle, il y avait des hommes qui étaient bien plus bavards, plus loquaces pour être un peu plus diplomatiques que les femmes. Donc non, ça change. Oui, le pouvoir, d'accord. Alors, on ne dit pas, on n'écrit pas fixer une personne. Oui, fixer une personne. Vous voyez, le verbe fixer, c'est un peu collé quelque chose. Donc, le premier sens ne permet pas de dire fixer une personne. Il vaut mieux dire regarder fixement une personne. Donc, il vaut mieux employer l'adverbe plutôt que d'employer le verbe. Donc, regarder fixement une personne. Oui, de regarder fixement, il vaut mieux le dire. Et la dernière expression, Patrick. Oui, la dernière expression, il t'attend de plein pied. Et plein pied, on a écrit pour la première expression, plein. Comme ce qui est plein que ce qui est rempli. P-L-E-I-N. Voilà, donc il ne faut pas écrire de plein pied avec P-L-E-I-N, mais plutôt avec P-L-A-I-N. J'aurais terminé quand je vais rappeler cette expression-là qui s'emploie souvent. On dit doigter, il m'a doigté. Pourquoi tu me doites? C'est une expression qui n'est pas appropriée. Pourquoi tu me doites? Oui. Pourquoi tu me doites pour dire... Doigter, c'est quoi, c'est ça? Oui, envoyer le droit. Il faut être clair ce matin. Oui, voilà. Il faut être très clair. Oui, bien sûr. C'est justement... Pour qu'on puisse se comprendre. Oui, voilà. Oui, c'est justement... Pourquoi tu me doites en faisant ça? En faisant ça. Or, on dit, c'est le doigt qui montre le chemin, l'index. Et c'est plus approprié de dire pourquoi tu m'indexes. Très bien. C'est indexé, ça veut dire... On ne dit pas pourquoi tu me doites, on dit pourquoi tu m'indexes. Non, réservons doigté aux gynécologues, c'est mieux. Aux matrones. Oui, aux matrones, donc c'est ça. Aux sages-femmes. Aux sages-femmes, simplement. Donc on dit, il m'a indexé, ça veut dire, il m'a apostrophé. Mais c'est vrai. Non. Ah, si. D'accord. Oui, voilà. Donc, mais elle n'est pas contente de s'arrêter là. Disons tout. Oui, disons tout. Indexer, c'est vrai qu'on ne peut tout dire. Indexer, oui, désigner quelque chose ou quelqu'un. Doigter, c'est mettre le doigt dans quelque chose. Oui, voilà. Donc, il ne faut pas dire doigter. Oui, mettre un des doigts dans quelque chose. Très bien. Oui. Voilà qui est bien clair. On va poursuivre rapidement. Oui, avec l'expression du jour. On en vient à l'expression du jour.
qui dit ceci, la nuit, tous les chats sont gris. Oui, c'est l'autre qui a chanté. La nuit, tous les chats sont gris. Voilà, etc. Mais attends, qui c'est qui l'a chanté d'ailleurs? Ah oui, mais oui, voilà. C'est vrai, exactement. Alors, lorsqu'on dit la nuit, tous les chats sont gris, et c'est presque la palissade, ça dit une vérité évidente. Oui. Mais c'est pour dire, on sait que quand vous observez un chat dans la pénombre, on n'arrive pas à distinguer véritablement sa vraie couleur. Oui. On ne peut pas décrire. Alors, c'est une expression qui était en vogue depuis le XVIIe siècle pour dire que, et au XVIIe siècle, l'électricité, l'éclairage n'était pas encore au point. Alors, quand les gens se retrouvent à des rencontres de convivialité les nuits dans la pénombre, la lueur des bougies et des lampes de l'époque ne permettait pas de distinguer tout le monde. Oui. Et la femme que vous rencontrez dans cette pénombre, dans l'obscurité opaque, vous pouvez trouver que c'était une reine avant de vous rendre compte le lendemain, de jour, que c'était tout sauf ce que vous avez pensé. Oui. Alors là, l'expression est née, la nuit, tous les chats sont gris, pour dire que la pénombre ne permet pas de révéler clairement la réalité, la vérité des choses. Donc la nuit, tous les chats sont gris, ça veut dire que en faveur de l'obscurité, on peut se camoufler et cacher sa vraie nature. C'est un peu comme aujourd'hui un peu comme pour dire les oiseaux se cachent pour mourir. On peut se cacher pour mourir. Oui, on peut se cacher pour mourir sur un autre plan. C'est possible. Donc, on n'arrive pas, dans la confusion, on n'arrive pas à distinguer correctement un certain nombre de choses. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous voyez avec la possibilité de shooter sa photo, et d'arranger, d'ajouter des choses, je ne sais pas comment les termes appropriés. Oui, on peut mettre des filtres, avec l'IA, l'intelligence artificielle. Donc vous connaissez quelqu'un à travers les réseaux sociaux, vous lui donnez rendez-vous le lendemain, vous vous retrouvez côte à côte, mais vous ne la reconnaissez plus. C'est quand vous allez vous mettre à appeler que vous allez vous rendre compte que le téléphone sonne à côté. Mais c'est vous, je n'ai pas compris, oui c'est moi. Waouh. Là... Il y a également des gens qui sont très télégéniques et quand vous les voyez à la télé, vous dites que c'est la fée de l'Aphrodite. Oui. Et après, quand vous les voyez... Une fois que vous l'avez en face... Et il y a le contraire qui se produit, des gens qui ne sont pas télégéniques, mais qui sont plus beaux en vrai. Voilà. Donc, une personne qui paraît radieuse... Oui. Peut paraître après hideuse. Oui, bien sûr, radeuse, hideuse, oui, c'est la rime, oui, bien sûr. Donc, la nuit, tous les chats sont gris, c'est aussi pour dire, par exemple, que la personne peut être bien belle, a des qualités, et puis une situation fait qu'on confond tout le monde. Attention, lui, il est différent, la nuit, tous les chats sont gris, c'est pas parce que on est ensemble que vous allez croire que c'est la même chose. Donc, quand on est mêlé... Les Ivoiriens ont trouvé une façon simple de dire. Oui. Les moutons se promènent ensemble. Mais ils n'ont pas le même prix. D'accord. Allez, la pensée du jour à présent, querelle d'amour, renouvellement d'amour, cette pensée est de Terence. Ah oui, bien sûr. Oui. Dites-nous tout. Oui, je ne manquerai pas. Querelle d'amant. Alors quand on dit amant ici, c'est deux personnes qui s'aiment réciproquement, avec la même intensité, la même dose, la même force, la même sincérité. Bon, il n'y a pas d'appareil pour mesurer ça. Mais une chose est sûre, on constate qu'il y a de la réciprocité. Ce qui est différent d'amoureux. Un amoureux, c'est quelqu'un qui aime sans espoir d'être aimé en retour. Alors quand deux personnes s'aiment avec beaucoup de profondeur, beaucoup de sincérité, quand ces deux personnes se mettent à se quereller, il ne faut pas s'y mettre parce que, comme le dit l'adage, le proverbe, entre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre le doigt. Et parce que ce sont ces querelles qui pimentent un peu la relation et très vite après, sans être forcément sadomasochiste, ces deux personnes s'entendent et la relation reprend encore de l'allant et de l'élan. Et on va se demander, quand on est un peu à l'extérieur, on se dit, mais ce ne sont pas ces deux personnes qui se chamaillaient tout à l'heure. C'est pour dire que
quand deux personnes qui s'aiment... Les mystères de l'amour. Oui, voilà, quand deux personnes s'aiment, qui s'aiment, hein? se mettent à se quereller, dites-vous que c'est pour redonner de la force, de la vigueur à leur relation, à leur amour. C'est pourquoi il ne faut pas se mettre dans cette relation pour dire oui, je comprends, je ne sais pas pourquoi tu es toujours attaché à ce monsieur-là, regarde son nez, regarde, quand ils vont se réconcilier, c'est toi qui seras le premier sujet d'échange. C'est clair. C'est clair. Voilà. Donc, querelle d'amant, renouvellement d'amour. Oui. Ne vous mêlez pas des problèmes de couple des gens. Oui. Et surtout vous avez... quand ils ne vous invitent pas. vous emmêlez. Même quand ils vous invitent, il faut savoir raison garder. Parce qu'après, franchement, moi, ça m'est arrivé une fois. Hein. On m'a invité à intervenir dans une histoire, mais je suis devenue après... L'ennemi, la bête à abattre. Oui, malheureusement, c'est ça. Quand il y a réconciliation... vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus là, et puis tout se dit. Tout se dit. Et du coup, vous devenez... Tout se commente, tout ce que vous avez dit à l'homme, il rapporte à la femme. Tout ce que vous avez dit à la femme, elle rapporte à l'homme. Tout se détourne, tout se retourne. Et finalement, tout se retourne contre vous. Exactement. Oui, c'est ça. J'aime bien cette expression, querelle d'amour, renouvellement d'amour. Non, querelle d'amant, renouvellement d'amour. Oui, et vous avez raison de souligner que, à part le fait que certains sont sadomaso, que c'est juste, parce qu'il y a il y a une vidéo qui circule où la dame dit qu'elle adore quand son mari la bat. Là, c'est carrément autre chose. C'est autre chose. Donc, ce n'est pas renouvellement d'amour, ce n'est pas querelle d'amant et renouvellement d'amour. Ça, c'est du sadomasochisme. Rien à voir. Et il y a certains qui se retrouvent toujours dans l'habitude que dès qu'ils ne se battent pas, il y a des couples qui sont comme ça. Quand ils ne se battent pas, ils ne vont pas vers le... Oui, il y a certains, c'est la violence qui est leur terreau de renouvellement d'amour. Oui, la violence verbale, violence psychologique, violence physique. En tout cas, comme on le dit souvent, les meilleurs moments entre ceux qui s'aiment, ce sont les moments de réconciliation. Oui, tout à fait. D'accord. Merci, franchement, merci à vous pour cette belle rubrique, l'heure du français, qui nous permet d'enrichir un peu notre expression, de découvrir quelques mots. Et il y a un instant, vous avez parlé de transformation physique et autres. Vous connaissez ChatGPT? Oui, c'est... bon, je ne vais pas donner d'explication, mais c'est ça qui permet, c'est sûr, les nouvelles applications, Internet, bon... Je ne veux pas vous n'en direz pas plus avec la complicité de Guérin. On va apporter cette information à la connaissance des téléspectateurs. Eh bien, OpenAI a lancé donc ChatGPT Search aujourd'hui. C'est un moteur de recherche intégré à ChatGPT qui permet d'accéder à des informations en ligne en temps réel, élargissant ses capacités au-delà de sa base de données statique. ChatGPT Search est disponible pour les abonnés payants. Ce sera bientôt gratuit et il offre des réponses précises avec des liens vers des sources fiables et intègre des partenariats pour enrichir les résultats. Il faut dire que cette fonctionnalité OpenAI va en concurrence avec Google et Microsoft, tout en se différenciant par l'absence de publicité et un modèle économique basé sur les abonnements. Voilà pour l'information liée à ChatGPT. Infotech de ce matin également parle de l'intelligence artificielle. La clé, dit-on, de plus en plus pour rester compétitif dans le monde des affaires. Il faut dire que, vous le savez, d'ailleurs Jean et Pat, vous le savez, que l'intelligence artificielle devient incontournable dans tous les secteurs et selon des experts du domaine et les entreprises qui tardent à l'adopter risquent de perdre en compétitivité. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, tout à fait. Même c'est déjà intégré dans l'enseignement du français. Hein. Ah oui? Ah oui. Expliquez-nous ça.
Oui, on a eu une formation la fois dernière. Vous voulez par exemple commenter un test, vous entrez dans les applications et bien on vous propose quelque chose. Vous voulez proposer une épreuve de lecture et il suffit de donner les orientations que vous voulez et Et l'intelligence artificielle vous propose l'épreuve tout faite et même avec le corrigitif si vous le désirez. Mais franchement, je pense que jeudi prochain on va voir. Et c'est grâce à l'association des professeurs de français du Bénin. D'accord. Donc c'est extraordinaire. Ça révolutionne. Nous sommes obligés de courir tous les jours pour ne pas être à la traîne. C'est ça. Et justement, ça fait peur, il faut dire, Patrick Diosso. Ça fait peur au monde du doublage. Les métiers du doublage réclament, par exemple, plus de protection pour lutter contre le vol de leur voix. Ingénieurs de son, auteurs, mais aussi comédiens ou doubleurs de stars américaines ou personnages de dessins animés s'inquiètent de l'émergence de l'intelligence artificielle qui met en péril leur métier. Et il y a d'ailleurs eu une grande mobilisation le 3 décembre dernier à Paris. Des comédiens, des ingénieurs de son, des auteurs, des producteurs, des directeurs artistiques sont sortis dans la rue pour revendiquer tout cela, toutes ces personnes que vous ne voyez pas, mais grâce à qui on peut regarder par exemple un film américain en version française. Ces personnes qui donnent via des personnages de dessins animés qui narrent des documentaires se sont donné rendez-vous le mardi 3 décembre dernier dans le quartier de l'Opéra à Paris et ils ont largement protesté contre l'émergence de l'intelligence artificielle dans leur activité avec la crainte à terme de se faire remplacer par l'IA. Oui, c'est une crainte énorme. Et c'est une crainte tellement énorme qu'il y a des applications qui permettent d'écrire des ouvrages maintenant. Donc, même les auteurs, même les écrivains, on doit avoir peur. Parce que l'intelligence artificielle qui va écrire tout un roman qui sera lu et qui sera peut-être plus apprécié qu'un roman écrit par quelqu'un qui s'est attaché à écrire phrase par phrase, échiner à écrire mot à mot, et puis en 2-3 jours, 200 pages sorties par l'intelligence artificielle. C'est même trop. C'est même trop. En une fraction de minute. Il suffit d'intégrer tous les... C'est tout un secteur d'activité, même pas tout un secteur, c'est plusieurs secteurs d'activité qui risquent de s'effondrer avec l'intelligence artificielle, d'où l'adaptation. Je pense qu'il faut vite s'adapter, n'est-ce pas? Oui, mais est-ce que l'adaptation suffira? Parce que l'intelligence artificielle... Il y a des métiers qui risquent aussi de disparaître. Où on est aussi obligé de se faire former. Et la grande peur, c'est que l'humanité disparaisse. Il y a déjà des robots qui sont fabriqués, qui ont l'apparence totalement humaine et qui se promènent à travers Pékin, à travers Beijing, la ville, la capitale de la Chine. Et on ne peut pas savoir si ce sont des êtres humains vraiment vivants ou si ce sont des êtres fabriqués par intelligence artificielle. Et ça craint. C'est compliqué. Voilà, allez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai bien aimé cette phrase de ces manifestants. Ils ont dit ceci: l'intelligence artificielle n'a pas de sentiments. Elle n'est pas partie de chez elle le matin avec un enfant malade ou avec plein de soleil dans son cœur. Le personnage, finalement, il appuie à un moment avec ses gestes. Et du coup, nous, on appuie sur les mots. Ça, l'intelligence artificielle ne peut pas le voir et ne peut pas le faire. Ça, c'est voilà. Il y a des qualités humaines indéniables, irremplaçables, j'ai envie de dire. Merci, Jean. C'est un plaisir. À jeudi prochain. À jeudi prochain. Patrick. À jeudi prochain. À jeudi prochain, voilà. Ah oui, à vendredi chez nous. On se retrouve demain, évidemment. Allez, c'est l'heure du débat. Le débat, c'est dans quelques petites minutes. Avant, on va à la pause. Vous êtes une femme béninoise. Vous disposez d'une compétence avérée. Inscrivez-vous dans la base de données des compétences féminines du Bénin. Un creuset exceptionnel de promotion des femmes du Bénin. Le compendium des compétences féminines du Bénin, c'est quoi? Une application dynamique dotée d'une base de données centralisée et renseignée à partir des informations liées aux inscriptions des femmes sur la plateforme. Elle a pour but de révéler et promouvoir les compétences féminines existantes dans tous les secteurs et sur l'ensemble du territoire national et à la diaspora. Quels sont les objectifs de la plateforme?
renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées, en révélant et en promouvant des compétences féminines existantes dans tous les secteurs, aussi bien sur l'ensemble du territoire national que dans la diaspora. Fournir des informations utiles aux présidents des institutions de l'État, aux autorités politico-administratives, aux partis politiques, pour le recrutement, la nomination ou la représentation des femmes. Identifier les secteurs où les femmes sont sous-représentées afin d'inciter à la prise de mesures correctives dans le sens de l'équité et de la justice sociale. Promouvoir des cadres d'échange entre les femmes leaders d'une part et d'autre part entre les femmes leaders et les femmes à la base communautaire. Favoriser le réseautage entre les femmes pour assurer la veille et le plaidoyer qui peut s'inscrire les femmes de l'administration publique, les femmes du secteur privé, entreprises et sociétés, les femmes universitaires, les femmes des organisations de la société civile, OSC, les femmes des organismes et institutions internationaux, les femmes au niveau communautaire, associations et groupements féminins, les femmes de la diaspora, les femmes leaders politiques. Quels sont les critères d'inscription? Justifier de sa compétence dans un domaine donné et disposer d'un numéro d'identification personnelle, NIP. L'inscription sur la plateforme est libre et gratuite. Comment s'inscrire? S'inscrire ou se faire inscrire directement en ligne sur la plateforme en tapant sur le lien suivant: lescompétencesfemmesbenin.social.gouv.bj. Remplissez tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription, puis cliquez sur Enregistrer. Vous recevrez ensuite un mail de notification avec lien et code d'activation. Vous faites l'activation du compte avec le code envoyé dans votre mail. Ensuite, remplis les informations relatives aux qualifications, expériences, publications et références. Il ne s'agit pas d'un recensement des femmes. Le compendium vise à faire la promotion de la femme dans tous les domaines de la vie publique, économique, politique et socio-culturelle. La limitation de la transhumance et l'interdiction de la transhumance transfrontalière a commencé par donner aux éleveurs beaucoup de leçons. L'élevage naturel, ça là c'est terminé. Il faut qu'on aille à un élevage où nous-mêmes nous allons produire les fourrages pour quand même donner de la graisse à nos animaux. Pour pouvoir disposer de l'aliment, c'est-à-dire le fourrage en quantité et en qualité suffisante, nous allons pouvoir appuyer tous les éleveurs autant qu'ils sont pour pouvoir mettre à leur disposition de l'aliment bétail à un prix subventionné. Le bénéfice que nous voyons, c'est l'éducation de nos enfants. Quand vous allez partir maintenant vers Fana, vous allez voir les enfants qu'on emportait là. Ils ne sont plus partis, ils sont à l'école. Il faut remercier le gouvernement et remercier le projet PROCEP. Si nous ne changeons pas notre méthode, nous allons disparaître. Les éleveurs doivent pouvoir prendre leurs dispositions très tôt pour pouvoir assurer l'alimentation des animaux, si tel est qu'ils veulent vraiment continuer dans cette activité-là. Il faut qu'on aille au fourrage, à la production du fourrage. C'est tout ce que je peux dire à nos éleveurs et qu'on ne cesse à chaque fois de leur répéter le pâturage naturel, qu'on doit mettre fin à ça parce qu'aujourd'hui c'est la source des conflits au niveau de toutes les communes du Bénin. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance.
après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci microcrédit à l'AFIA. Comment faire une dénonciation auprès de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption? 1. Rendez-vous sur le site web www.dénonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu dénoncer dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves, si vous en avez, et renseignez un code secret à 4 chiffres qui vous permettra de suivre votre dénonciation. 4. Déclinez votre identité si vous le souhaitez ou continuez en tout anonymat. 5. Notez le code de suivi qui s'affiche sur votre écran pour suivre le traitement de votre dénonciation. 6. Enfin, si vous aviez renseigné une adresse email valide, vous recevrez une notification dans votre boîte email avec le code de suivi. Vous pouvez aussi appeler gratuitement le numéro 155 pour soumettre vos préoccupations. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. Merci de nous retrouver sur ce forum de discussion. Vous le savez, chers amis téléspectateurs, l'un des chantiers qui tient à cœur au gouvernement du président Patrice Talon est la promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour répondre aux besoins du marché de l'emploi et lutter contre le chômage des jeunes. En la matière, il faut le dire, de gros efforts sont faits, mais question, est-ce la réelle porte de sortie face au chômage des jeunes? Nos invités tenteront de répondre à cette question dans un contexte où les premières journées de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se tiennent au palais des congrès. Wassiou Kassaliou, bonjour. Oui, bonjour, madame la journaliste. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Vous êtes chargé de la formation initiale et des alternatives éducatives à la direction de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Merci d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup. Alors, Patrick Yossou, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste des questions liées à l'éducation. Et à Merci la culture, d'être avec nous ce matin. Oui. Justine Obiera, bonjour, l'incontournable invité des jeudis. Alors, nous parlons ce matin de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est une volonté clairement affichée de faire la promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Patrick Yossou, vous comprenez, vous, cette volonté du gouvernement de mettre en priorité ce secteur? Oui, je comprends cette volonté justement parce que il y a eu un moment où l'enseignement en Afrique en général, en Afrique francophone en particulier, je dis Afrique francophone parce que les anglophones ont un autre système d'enseignement. Ouais. Et en Afrique francophone et surtout au Bénin, l'enseignement s'est appesanti sur la théorie, plus que la théorie. Et lorsqu'on sort de la théorie, il n'y a rien qui soit pratique en main. Et on a formé beaucoup de théoriciens. On a formé, j'en suis un. Ce n'est pas que ça ne nous rend pas fiers d'avoir cette théorie plein la tête. Mais dans la société, il faut aussi des théoriciens. Il faut des théoriciens, c'est vrai. Mais dans la pratique, dans le système de pratique, on a laissé, on a considéré que la pratique, c'est pour ceux qui ne sont pas évolués intellectuellement. On a considéré que tout ce qui est pratique, tout ce qui
peut être manuel, tout ce qui peut être technique, mais en même temps, sans considérer la pratique. Mais tout ce qui est technique, il faut avoir un niveau qui ne soit pas très élevé, parce qu'on n'a pas pensé que les mathématiques servent à la technique. On n'a pas pensé que la science physique qu'on apprend en classe sert à la technique. On n'a pas pensé que tout ce qu'on apprend comme théorie sert à la pratique, sert à la technique. Et on a évolué comme ça et on s'est retrouvé en situation où l'enfant qui a comme père un menuisier se dit non, je ne peux pas aller à l'atelier du père, il faut que j'étudie correctement. Or, il suffisait qu'il continue d'aller à l'atelier de son père, qu'il étudie les sciences économiques par exemple, et qu'il puisse s'occuper de l'atelier de son père pour le faire fructifier et faire trouver de grands marchés. On n'a pas compris ça. On a souvent pensé que c'est des métiers, des métiers de bas niveau. De bas niveau, et c'est ce gouvernement qui vient de comprendre, enfin qui a commencé à comprendre depuis 2016 que non, l'enseignement pratique, l'enseignement technique, l'enseignement professionnel, c'est cela qui a fait de Paris ce que Paris est actuellement. Enfin, quand je donne juste l'exemple de Paris, Paris ne s'est pas fait juste par la théorie, mais par la pratique. D'accord, très bien. Justino Vieira, vous pensez que le gouvernement a vu juste? Je suis entièrement d'accord avec M. Diossou. Vous savez, nous sommes partis d'un problème. Les paradigmes de l'emploi ont changé. Et l'État est dans son rôle parce que l'État, en tant que détenteur du pouvoir, de la politique de l'emploi, doit favoriser l'insertion professionnelle à tous ses citoyens. Autrement, il ne nous permet pas de nous développer parce qu'il faut du travail pour assumer tous les besoins vitaux. Et si vous prenez la pyramide de Maslow qui hiérarchise les besoins, on parlera plus tard des besoins de sécurité, des besoins d'estime, des besoins d'appartenance, des besoins de réalisation. Bref. Et donc, les paradigmes ont changé, disais-je. Nous avons traversé des ères, l'ère de la cueillette, l'ère agraire, l'ère de l'industrialisation. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Et s'il est vrai qu'à un moment donné, au XVIIe siècle, même depuis le XVe siècle, les entreprises, il y avait le sort industriel, cela créait des besoins de services, des besoins de compétences pour appuyer les entreprises. C'est ça l'histoire de base, c'est ça la genèse. On avait senti à un moment donné de créer, d'avoir des compétences pour aider, pour être des services support aux entreprises. Mais chemin faisant, ces entreprises ont atteint un niveau de saturation de main-d'œuvre, un niveau de saturation en termes de consommation de ces compétences support. Et lorsque je parle de compétences support, ne cherchons pas loin. Il va juste s'agir de nous projeter dans les fonctions de l'entreprise développées par Henri Fayol pour voir qu'il y a les fonctions administratives, il y a les fonctions financières, les fonctions commerciales. Mais que vous soyez comptable, le comptable est un service support pour l'entreprise. Que vous soyez commercial, c'est un service support pour l'entreprise. Que vous soyez secrétaire. Et donc, à un moment donné, on a atteint un niveau de saturation. Si bien que l'offre demandée par les entreprises était devenue largement inférieure ou bien était devenue presque inexistante par rapport à la demande surabondante sur le marché. Et ce déséquilibre a amené l'État à penser à la responsabilité pour dire désormais, au lieu d'encourager les services support aux entreprises, stimulons, mettons en place les moyens qu'il faut pour envoyer les jeunes vers les supports métiers. Parce que l'entreprise se définit d'abord par ce qu'elle fait et non par les services support. Et c'est pour ça qu'il y a cette dynamique, ce langage, l'évangile des formations techniques et professionnelles qui sont en train d'être prêchés de la plus belle des manières, soutenus par des actions concrètes avec la grâce du président Patrice Talon. Et aujourd'hui, on peut dire que le bout du tunnel est en train d'être trouvé. D'accord. Alors, Monsieur Wassiou Kassaliou, vous qui êtes au cœur même de cette ambition du gouvernement, quel est l'objectif d'ici, par exemple? Est-ce qu'il y a un horizon? Est-ce qu'il y a des objectifs derrière, on va dire, cette ambition affichée de faire la promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle? Oui, merci beaucoup, Madame la journaliste. Il faut dire, avant de parler des objectifs, il faut d'abord aller à la source du problème. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé en 2016 pour que le gouvernement décide de faire de ce secteur une priorité? C'est-à-dire, lorsque le président Patrice Talon est arrivé en 2016, il a lancé les grands chantiers pour la reconstruction de beaucoup du secteur d'activité.
il s'est fait qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre sur le marché. Donc, finalement, ce sont des étrangers qu'on sollicitait pour faire ce travail-là. Il y a des entreprises avaient des besoins en ressources humaines, mais qu'elles ne trouvaient pas sur place. Voilà, exactement. Donc, cela a amené à revoir carrément le dispositif dans sa globalité. Et ici, en fin 2019, nous avons élaboré et adopté la stratégie nationale de l'enseignement technique de la formation professionnelle, qui est mise en œuvre depuis 2020 avec la mise en place de l'Agence de développement de l'enseignement technique qui, en collaboration avec le ministère, sont en train de bâtir quelque chose de nouveau et de plus performant pour notre jeunesse. Et pour ça, on s'est fixé un objectif que ça veut être estimé trop ambitieux, que d'ici l'horizon 2030, on puisse avoir 70% de nos jeunes dans la formation technique et professionnelle. 70%. Et attention. Et 30% dans l'enseignement général. Exactement. En le disant, ce n'est pas seulement pour l'enseignement secondaire seul, ça part bien de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur, et aussi ça intègre aussi les alternatives éducatives proprement dites. C'est-à-dire toutes ces personnes qui n'ont pas eu la chance de faire d'abord l'école de base jusqu'à un niveau donné, qui très tôt n'ont pas eu la capacité de faire l'école régulière après d'aller faire la formation professionnelle, puissent être recueillis dans d'autres dispositifs de formation. D'accord. Même sans faire l'école aujourd'hui, on peut apprendre à travers les langues nationales. Donc tout ça, c'est un dispositif qu'on met en place aujourd'hui pour pouvoir favoriser le plus grand nombre en termes d'apprentissage aujourd'hui. Et ça aussi, la Chambre des députés de l'artisanat du Bénin a été mise en place pour accompagner davantage ce dispositif. Et je précise, déjà nous sommes sur un nouveau chantier qui est la réforme de l'apprentissage dans sa globalité. Donc, à part les lycées techniques en bonne et due forme et les centres de formation professionnelle, même les entreprises, les ateliers autour des artisans qui font aussi de l'apprentissage, qui intègrent la formation technique professionnelle, eux aussi nous sommes en train de bâtir un chantier à ce niveau aussi. Donc, l'horizon, c'est qu'en d'ici 2030, on puisse avoir 70% dans l'enseignement technique et professionnel, ça pour le bien de notre jeunesse. Très bien. C'est un peu ça. Et qu'est-ce qui est fait aujourd'hui de façon concrète pour atteindre cet objectif? Quelles sont déjà les bases, les fondements mis en place? Voilà, aujourd'hui, il faut dire, comme on le dit, nous formons pour le marché de l'emploi. Et c'est le secteur privé qui est le plus grand embaucheur aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le fondement, c'est que nous sommes en train de mettre en place un mécanisme où le secteur privé va jouer pleinement son rôle. Pas plus tard qu'il y a un mois environ, on a fait un symposium avec le secteur privé pour davantage les impliquer dans le dispositif de formation. Même pas impliquer, c'est qu'on fait un coportage du dispositif à tous les niveaux. Au niveau stratégique, on aura une collaboration concertative. Au niveau territorial, aussi constaté, mais au niveau établi, c'est une constatation contributive, où les entreprises ont participé pleinement à la formation de nos jeunes à travers le dispositif de la formation par alternance. Ça, c'est une base qui est donnée. Nous sommes en train de revoir tous les tests réglementaires. Comme vous le savez, en 2021, il a été voté la loi portant loi cadre de l'enseignement technique de la formation professionnelle, où aujourd'hui, on donne une part importante au secteur privé, avec des avantages qui vont avec. Donc, tout ça déjà est mis en place comme dispositif. À part ça, aujourd'hui, le principal défaut que nous avons, c'est un problème d'accès. Et les capacités pour accueillir les apprenants sont un peu limitées. Donc, qu'est-ce que nous envisageons? Nous envisageons maintenant la construction de nouvelles structures de formation. Et pour ça, c'est déjà annoncé, bientôt, depuis 2 ans, on en parle déjà, mais aujourd'hui, les travaux ont beaucoup avancé. C'est la construction des lycées techniques agricoles qui vont vraiment favoriser beaucoup d'apprenants pour pouvoir avoir la formation. Là, on aura 30 lycées techniques agricoles et tous les lycées techniques industriels qui existent actuellement seront totalement rénovés. Seront rénovés pour avoir plus d'équipements, pour faire une formation de qualité. À part ça, nous sommes en train de voir le mécanisme d'intégrer dans les entreprises même la formation pleinement. Donc, l'apprentissage sera aussi développé. Aujourd'hui, dans les entreprises? Exactement. Et aujourd'hui, l'expérience palpable, c'est la GDIZ. Aujourd'hui, les gens forment à l'intérieur automatiquement, tous ceux qui sont formés sont systématiquement embauchés. Donc ça, c'est une expérience qui est déjà en vue. Et à part ça, il y a beaucoup de discussions en vue comme ça pour pouvoir favoriser l'accès des apprenants. D'accord. Oui, Patrick Diosso. Oui. En fait, je voulais juste ajouter que lorsque le gouvernement a mis en place ce système, il a impliqué même les petits ateliers, même tous ceux qui sont responsables, disons, la corporation des mécaniciens, la corporation des menuisiers, des maçons, des couturiers, parce que tout le monde y est impliqué. Et il y a eu même un genre de certification pour chaque métier, chaque corps de métier. Quand on parle de certification, ce n'est plus, libération, le maître simplement est là, il fait libérer ou il appelle quelques-uns des siens. Non, il y a des diplômes qui sont
institué. Je crois qu'il peut mieux en parler. Ça, je peux le préciser. Il faut dire que là, je pense qu'il parle de l'examen du certificat de qualification au métier, qui, vrai, était mis en œuvre depuis un bon moment, mais déjà en 2019-2020, le dispositif qui était mis en place était un peu enrhumé. On n'a plus atteint les objectifs comme ça se devait. Donc, à partir de 2021-2022, on a fait une réforme de ce certificat. Donc, pas de la rénovation du certificat de qualification au métier, qui est porté aujourd'hui par la Chambre des métiers de l'Artisanat du Bénin, et vraiment cela marche de façon parfaite. Donc, aujourd'hui, CQM a eu toute sa noblesse comme un diplôme national délivré par les instances de la direction des examens concours du ministère de l'enseignement secondaire. D'accord. Sur ce point, je voulais attirer l'attention. Oui, vous savez, je pense que de ce que monsieur Ouassiou, je pense que c'est bien ça, monsieur Ouassiou vient de dire, il faut comprendre qu'il y a deux choses. Et ça nous permet de poser ce que peut appeler le diagnostic. Le premier, beaucoup de ces formés ne sont pas bien qu'ils aient détrôné tous les diplômes, licence, master, doctorat, tout ce qui va avec, ne répondent pas parfaitement aux besoins des entreprises. Première chose. Deuxième chose, la formation classique ne leur favorise pas une insertion entrepreneuriale, ne leur permet pas une certaine autonomie. Et troisième chose, par extension, c'est qu'il y a un état de surprise, un sentiment de surprise. Parce que durant tout son parcours, que cela soit académique, universitaire, tout ce qui va avec, il s'attendait à un emploi et soudain, il décroche son diplôme, on dit, écoute, l'emploi qu'on t'a tamponné, l'emploi pour lequel on t'a demandé d'être tout le temps premier de ta classe, majeur de promotion, ainsi de suite, d'avoir des certificats, cet emploi, tu ne pourras plus l'avoir, va créer toi-même. Mais il va créer sur la base de quoi? Il ne peut que créer sur la base du domaine dans lequel il a été formé. Mais est-ce que le domaine dans lequel il a été formé est pour lui un terreau fertile pour l'amener à booster sa créativité, à booster son imagination? Et le fait est là. Doit-on ce fait que beaucoup aient le master peut-être en comptabilité et qui vous disent je suis en train de faire la cordonnerie, que des gens aient la licence en marketing, qui vous disent j'ai un salon de coiffure. Vous voyez, c'est un peu contradictoire, mais c'est le fait. Imaginez si on donnait la chance à ces derniers depuis le bas âge de s'orienter dans une filière professionnelle, de s'orienter dans une filière technique, ils auraient plus de talent sous les mains. Et donc aujourd'hui, le gouvernement fait bien, le diagnostic est bien trouvé. Un de ces jours, je suivais le ministre du cadre de vie, M. Didier Tonato, ce cadre bien émérite de notre pays, qui dit, Didier Tonato, et il dit, mais aujourd'hui, on lance des offres, mais on ne trouve pas de compétences. On lance des offres, on ne trouve pas de compétences. On l'a d'ailleurs vu avec le projet PSIE. Hein. Il y avait pas mal de postes, mais vraiment... il n'y a pas de postes. Les profils étaient là, mais ceux qui répondaient au profil n'étaient pas là. Il n'y avait pas de réponse. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a tout un éventail de politiques, de moyens mis en place par, vous faites bien de citer, le programme PSIE, il y a le programme Azoli, il y a le programme H-Formation, il y a également le programme que vous évoquez, M. Ouassiou. Pour dire qu'aujourd'hui, loin de rester dans la théorie, loin de rester dans une projection, nous sommes dans la phase de l'action. Et cette action nous réconforte, nous qui prêchons l'évangile de l'entrepreneuriat, qui sommes des coachs en entrepreneuriat. Très bien, oui. Si vous permettez, je vais renchérir un peu par rapport à ce qu'il vient de dire. Il faut dire que pour le dernier examen du CQM, qui a priori est réservé aux non scolarisés ou bien aux dyscalculisés précoces, on a vu que le taux d'inscrits pour cet examen, plus de 70% avaient au minimum le niveau baccalauréat. C'est ça. Plus de 70% environ. Ça veut dire qu'ils ont décroché après. Ils ont décroché totalement. Même il y a des masters qui viennent encore pour passer le CQM aujourd'hui. C'est pour dire aujourd'hui que la jeunesse est en train de comprendre. Mais c'est vrai, ensemble on a tous péché, puisque si très tôt, on a pris en place des dispositifs pour les autres très tôt, ils ont compris. Mais là, ils sont partis, mais aujourd'hui, les gens comprennent tout petit peu et ils viennent aujourd'hui vers l'apprentissage proprement dit. Donc, mais est-ce qu'on a réellement péché? Parce qu'il faut de tout pour faire un monde. Exactement. On a besoin, dans notre société, on a besoin d'avocats. Oui. Dans notre société, on a besoin on a besoin d'enseignants. Dans notre société, on a besoin de... Voilà, c'est cet ensemble, en fait. Oui, c'est une réalité, madame la journaliste, je comprends très bien. Mais il faut dire, si c'était que très tôt, on avait mis en place une politique qui permettait déjà d'apprécier les besoins dans 5 ans, 10 ans du marché du travail déjà. Très tôt, on saurait déjà comment déjà régulariser nos offres de formation. Pourquoi on peut dire, on peut ouvrir une offre de formation, après 2 ou 3 ans, on ferme l'offre, ne pas créer un surcharge sur le marché de l'emploi plus tard. Donc c'est une chose que les gens pourraient penser, mais déjà désormais, nous sommes en train de voir dans quelle mesure le faire réellement. Oui. Je voudrais... Un instant. Oui, allez-y. Vous savez, on a peut-être péché de par notre ignorance.
On a peut-être péché de n'avoir pas été trop tôt prévoyant. Je vous explique. Dans une société, lorsqu'on voit la population, on peut pronostiquer sur les compétences. Pour une population de 10 millions d'habitants, on aura besoin, en ratio, de 10 000, 20 000, je ne donne que des chiffres, ce n'est que des exemples, de 20 000 avocats. On aura besoin de tel nombre de notaires, on aura besoin de tel nombre de comptables. Donc, c'est d'abord une ossature qu'on trace. C'est un schéma qui est bien tracé et en conséquence, on prévoit, parce que diriger, c'est prévoir dans l'avenir. Et on dit, dans 5 ans, notre population serait à tel niveau. Par conséquent, il faudrait encourager tel nombre de menuisiers, tel nombre de coiffeuses. Donc voilà, c'est ce qui nous a manqué en temps. Mais aujourd'hui, nous rattrapons un retard. Il faut le dire, nous rattrapons un retard. Mais ce retard, ce qui est tellement merveilleux dans ce rattrapage de retard, c'est les touches de modernité qu'on y apporte. Vous savez, pendant longtemps, on a une déconstruction mentale très, très, très stigmatisante des métiers comme couture, coiffure. Et on dit que c'est ceux qui ne sont pas des lettrés, c'est ceux qui dressent, ceux qui portent des bosses d'illettrés. Je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre, Justino. J'ai toujours dit, à ceux qui veulent entendre, mes proches le savent, j'ai toujours dit que moi, Rachidat, j'aurai une maison de couture. Parce que c'est un métier à la base, franchement, qui me passionne. Et c'est vrai que je ne trouve pas encore le bon bout entre mes occupations quotidiennes et la formation à laquelle j'aspire, mais je sais une chose, c'est que ce métier, je l'apprendrai. Vous venez de m'avouer... Non, sérieusement. Vous venez de m'avouer l'essence de votre élégance. Oui. Donc vous tenez ça de votre passion. Ça se comprend. Mais bref, aujourd'hui, j'évoquais la touche de modernisation qu'on met dans ce rattrapage de retard. Autrefois, on estimait que c'est ceux qui portent des bosses d'illettrisme, ceux qui n'ont pas des champs de réussite dans le milieu scolaire, qui s'orientent dans la couture. Ouais. Mais quand c'est aujourd'hui l'État qui organise des certificats, des examens, même pour cette catégorie, avec rigueur, sérieux, avec tout le sérieux qu'il faut. Et ça nous rassure, nous, personne, vous ne devez plus voir quelqu'un qui dira je suis titulaire d'un CQM, je ne vais plus le regarder d'un œil bas. Exactement. Mais l'autre chose, ça crée une certaine découture avec les traditions qui ne nous arrangeaient guère, notamment ces patrons qui usaient de leur pouvoir, qui recevaient juste des apprentis et par commodité de voisinage, disent bon écoute, c'est ta fille, c'est déjà ma fille, trouve quelque chose, je vais lui donner le diplôme. Et nous en avons été peut-être victimes, vous remettez votre tissu à une couturière, mais couturière dit-elle, malheureusement, l'expertise n'est pas au rendez-vous, la satisfaction n'est pas au rendez-vous. Parce qu'un temps, c'était au détour d'une conciliabule, d'une entente privée qu'il a eu son certificat. Aujourd'hui, l'État régule beaucoup de choses. On peut ne pas aimer la gazelle, mais reconnaissons qu'elle court assez vite et c'est au mérite du gouvernement. Oui. Et puis, il y a ce changement de mentalité aujourd'hui, même au niveau des parents. Au niveau des parents, on sent que tous les parents, enfin la plupart des parents en tout cas aujourd'hui, conseillent à leurs enfants d'aller vers l'enseignement technique et professionnel. Et la mentalité va jusqu'à reformater un peu même les gens, les artisans, on va dire. Moi, je vous dis, il y a un cordonnier qui est dans mon quartier, mais quand je vois le sérieux avec lequel il travaille, bon Dieu, je suis tellement admirative. Et je vous dis, il est tellement organisé dans son travail que... Mais quand vous allez là-bas, vous savez que ce n'est pas pour payer 200, c'est pas pour payer 300, c'est pas pour payer 1000 francs. Mais vous avez un reçu, d'accord? Vous payez des sommes allant de 2000 juste pour une simple chaussure. Mais il vous le fait avec soin. Il vous le fait, mais franchement, vous payez ces sous, mais... Voilà quoi, avec beaucoup de plaisir, vous ne rechignez pas. Aujourd'hui, il n'y a que les gens ont pris conscience qu'il n'y a plus de métier de bas niveau. C'est aux acteurs même, déjà à leur niveau, n'est-ce pas, de donner on va dire de la valeur et de la grandeur à ce qu'ils font. Et je me dis, ça va aussi dans ce sens, n'est-ce pas, Patrick? Oui, ça va dans ce sens. Oui. Parce que nous, comme je l'avais dit à l'entame, je dis, il y a eu un moment où on se disait que c'était des métiers de bas niveau. Et on n'a pas pensé que ce qui était pratiqué, qu'on voyait, était plutôt ça, la vie. Et moi, j'accuse le système francophone. Le système anglophone n'a pas été comme ça. Le système anglophone apprend à faire
tout en apprenant à mieux faire dans la tête. On apprend le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-être en même temps que le savoir-faire. Le système francophone, c'est le savoir-être, et puis le mieux-être, c'est dans la tête, c'est la théorie. C'est cela qui a fait que, à un moment donné, quand au Ghana, il y a eu des situations, les Ghanéens sont venus, on a connu quand on parle de shoemaker, c'était des Ghanéens, c'est pas des Béninois, c'est pas des francophones, c'était des anglophones. Aujourd'hui, c'est beaucoup toutes les nationalités. Oui, parce que en ce moment-là, et ceux qui venaient, ces Ghanéens qui venaient, ce n'étaient pas des illettrés, ce n'étaient pas des gens qui ne connaissaient rien, ils étaient totalement analphabètes. Non, ils étaient alphabétisés en anglais, ils étaient lettrés en anglais, mais on leur a appris de petites choses à faire. D'accord. Justement, Patrick Yossou, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est la réelle porte de sortie? Ah oui, c'est la grande question aujourd'hui. Est-ce que c'est la réelle pour sortir du chômage des jeunes? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Pourquoi? C'est une grande porte de sortie pour partir du chômage. Mais lorsqu'on va finir par abandonner tout ce qui est, je dirais, théorie, on va se retrouver dans un système de robotisation. Des gens qui ne vont plus vouloir trop réfléchir, qui seront calés juste par rapport à ce qu'ils sont en train de faire de manière pratique, de manière technique. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il faut de la théorie pour accompagner cette pratique. Il ne faut pas qu'on oublie que tout ce qui est pensé, tout ce qui est bien pensé, tout ce qui est intellectualisme, accompagne et fait accompagner tout ce qui est manuel. Si on l'oublie, on va se retrouver en situation où on va avoir beaucoup de personnes qui savent faire et ils ne pourront pas, ils vont s'auto-détruire parce que tout le monde va vouloir faire la même chose. Et l'idée de grandir, d'améliorer va finir par s'estomper parce qu'on va se dire oui, c'est comme ça que ça se fait, c'est comme cela que ça... C'est cette peur-là que moi j'ai. Monsieur Kassaliou semble ne pas être d'accord avec vous. Oui, c'est vrai, bon, pas totalement d'accord avec lui parce qu'il faut dire, selon moi, l'enseignement technique aujourd'hui et la formation professionnelle est aujourd'hui la porte de sortie du chômage des jeunes. Vous êtes ferme, catégorique. À 100%. Oui, parce que le technicien, c'est pas que seulement il sait seulement faire ce qu'il y a à la pratique et qu'il n'a rien dans la tête. Aujourd'hui, les programmes sont conçus de sorte qu'on donne forcément une partie de connaissances théoriques aux apprenants et aussi une phase pratique. Maintenant, ce qui est dangereux là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, on doit pouvoir organiser notre marché de travail de telle sorte qu'on puisse identifier les besoins réels dans le marché pour savoir combien former pour une période donnée. C'est ça l'enjeu fondamental. Mais en quoi la formation peut-être technique pourrait peut-être avoir des limites, c'est au niveau de la capacité des entreprises à pouvoir recruter les jeunes. D'accord. On peut faire tout ce travail-là, mais si l'entreprise n'est pas en mesure de pouvoir recruter les jeunes, puisque aussi il faut avoir de la capacitation pour pouvoir recruter les jeunes, parce que derrière ça, il y a un salaire. Donc il faudrait que l'entreprise aussi puisse avoir la capacité de recruter les jeunes et lui donner le salaire qu'il faut pour ne pas qu'il fasse mal ce qu'il sait faire. Donc c'est deux enjeux. À part la formation des jeunes, on doit pouvoir avoir aussi une politique pour pouvoir faire vivre nos entreprises afin qu'après on puisse avoir une environnement économique qui bouge réellement. Oui, et est-ce que vous me rejoignez dans une certaine mesure? Ça veut dire que le jeune qui est formé, quand vous formez tout un nombre de jeunes qui savent faire la même chose, ils ne pourront pas tous travailler. Si le besoin, parce que si c'est le même besoin, si le besoin ne se crée pas, c'est pour cela qu'il faut tenir compte du marché et qu'il faut aller vers l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est encore l'intellect, c'est la tête qui va plus fonctionner. Oui. En réalité, vous savez, votre question, vous étiez en train de demander, est-ce que c'est vraiment la porte de sortie? Je voudrais nous renvoyer à une citation du président Patrice Talon, c'était le 22 décembre 2022, qui dit « Ne laissons pas les choses se faire tout seuls, accompagnons-les d'une dynamique. » Le Bénin, ce n'est pas pour le président. Lui, il est en train d'imprimer une marque, il est en train d'imprimer une dynamique. Il va partir, ça c'est certain, il n'y a même pas de débat autour.
cette question n'est plus d'actualité. Mais nous ferons de notre Bénin ce que nous voulons. Si nous voulons perpétuer, si nous voulons implémenter, si nous voulons consolider dans nos mœurs, dans nos conduites, dans notre sociologie, ces acquis que nous sommes en train d'avoir, cette ligne qu'il est en train de tracer, mais bravo, c'est à notre mérite. Vous en parlez même avec la gestuelle du président. Exactement. Là. Oh, mais écoutez, donc c'est donc une déformation c'est à nous de le décider. Ouais. Et donc, tout ce que ces réformes, pour ne même pas être spécifique sur la réforme dans le secteur de l'éducation, ces réformes qui sont en train de pleuvoir aujourd'hui vont connaître leur prospérité. Oui. Ça va dépendre de nous. La balle est lancée, la ligne est lancée, ça dépendra de nous. Mais deuxième chose sur laquelle il faut insister, c'est que l'entrepreneuriat, nous sommes en train de sortir de l'amateurisme. L'amateurisme du j'aime, je fais. Non, j'aime, je me forme et je fais. C'est ça normalement le processus. Oui. L'amateurisme, c'est j'aime, je fais. Mais le professionnel, j'aime, je me forme et je fais. Et lorsque l'État apporte sa touche à la formation, donc il offre un boulevard, un tunnel à ces jeunes passionnés, talentueux, de prendre par la formation pour atteindre le talent, le standard social. Mais il y a quelque chose que nous n'oublions pas, et c'est peut-être ça la limite à cette réforme, ou je dirais plutôt à cette dynamique en place, c'est les jeunes eux-mêmes. Ouais. Lorsqu'il y a le métier et il y a le business. Celui qui a à faire la coiffure, il y a le métier. Il a sous la main le métier de coiffeur ou de coiffeuse, mais il y a le business. Et c'est le côté business qui va se reposer sur le modèle économique. Et ça, c'est haute paire de manches. D'accord. Il a la compétence, mais est-ce qu'il sait vendre sa compétence? Ça, c'est haute paire de manches. Et l'entrepreneuriat s'invite là. L'entrepreneuriat s'invite là à travers ces 5 niveaux. L'idéalisation, la planification, la programmation, l'action et l'évaluation. Et il faudrait que, et c'est derrière ça qui nous légitime, nous, dans la société, nous qui sommes coachs, nous qui accompagnons les jeunes dans le management, le coiffeur ne sait pas les rythmes, ne connaît rien du management d'entreprise. Donc, il faudrait qu'il y ait un appui derrière pour lui dire, ben c'est vrai, tu es compétent, tu as ton métier, mais pour l'implémenter, pour vivre ça, si tu ne veux pas aller être recruté dans une entreprise en tant qu'entrepreneur, voici les inputs, les soft skills supplémentaires qu'il te faut. Mais s'ils se fondent juste sur son certificat, mais écoutez, nous ne sommes pas encore à la porte de sortie. D'accord. Alors, Monsieur Kessaliou, aujourd'hui, il y a un réel décollage. Il n'y a que... tout le monde est d'accord, oui. C'est sûr. Tout le monde est d'accord qu'il faut faire la promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Mais s'il y a un problème aujourd'hui qui bloque encore, c'est le coût de cette formation aujourd'hui. Quand on compare avec l'enseignement général, c'est un peu plus cher. Aujourd'hui, il faut débourser quoi en moyenne, je pense que le minimum, ça doit être 80 000. Entre 80 et 120 000 et bien au-delà pour se faire former. Ça reste encore inaccessible à pas mal de parents. Oui, il faut dire que votre préoccupation est vraiment une préoccupation majeure. Et chaque jour, nous y réfléchissons tous les jours à la direction, aussi bien au ministère. Ouais. D'abord, à titre d'illustration, au Ghana, par exemple, la formation professionnelle est faite à 0 francs du début jusqu'à la fin. Oui. Mais nous comprenons que le Bénin, nous sommes un peu limités en matière de ressources. Ouais. C'est seulement les impôts qui nous permettent d'avoir un peu de ressources chez nous, si on n'a pas de sous-sol. Ouais. Mais pour cette question, il faut dire que tous les jours, nous réfléchissons à comment faire pour vraiment pallier, pour vraiment assouvir un peu les choses. Tout va bien. Si bientôt, avec les lycées techniques agricoles, qui seront des entreprises aussi à part entière, que l'établissement lui-même génère des ressources, on pourra voir dans quelle mesure il faut réduire les coûts des contributions des apprenants. Aussi, on fait des efforts surtout pour les femmes. Notamment dans nos lycées aujourd'hui, les femmes sont subventionnées à hauteur de environ 40% des frais de scolarité. Voilà pourquoi vous avez parlé de 80 000 francs tout à l'heure. Donc voilà un peu tout ce que nous faisons. C'est un enjeu majeur. Nous y réfléchissons. Et pour penser à ça, il faut dire aussi que nous pensons aujourd'hui à mettre en place un véritable mécanisme de financement de l'UFTP. Ouais. Parce que ça n'existe pas. Parce que sans ça, on a beau construire des lycées. Oui, le chantier est ouvert déjà, nous y travaillons. Et nous allons voir dans quelle mesure mettre en place un mécanisme de financement de l'UFTP où vraiment ça pourrait subventionner d'une autre le poids
aux parents afin qu'on puisse envoyer facilement les apprenants à l'école. Si tout va bien, ce mécanisme sera opérationnel déjà en 2025. À titre expérimental, on prévoit ce qu'il faut faire dans ce sens-là. Oui. Voilà. J'espère que les populations aussi vont accepter, accompagner, parce que quand vous étiez en train de parler, cela m'a rappelé, je ne vais pas citer la localité où il y a une université qui est, un lycée plutôt, pas une université, un lycée qui est installé où les populations aux alentours ne s'intéressent pas du tout à ce qui est installé dans leur localité. Ce n'est pas leur problème qu'il y ait un lycée agricole ou un lycée... Non, parce que les gens, ceux qui viennent là, viennent d'ailleurs. Et pour les populations, ce sont les riches qui envoient leurs enfants là. Il n'y a pas de situation pour que ces populations puissent... Je crois peut-être que... C'est une réalité, mais pour la question du financement, il faut dire que c'est vraiment une question majeure et pour ça, nous sommes en train de réfléchir tous les jours. Oui. Mais si tout va bien avec le mécanisme de financement, on pourra d'une manière ou d'une autre subventionner les formations pour quand même faciliter aux parents d'envoyer les apprenants à l'école. D'accord, donc le gouvernement y pense parce que... c'est important, hein, oui. C'est important. Il y en a qui veulent bien, il y en a qui veulent bien, mais qui n'en ont pas les moyens, qui n'en ont vraiment pas les moyens. Moi, je connais pas mal de parents qui veulent bien le faire, mais qui n'ont pas de moyens, qui sont obligés de solliciter des aides. Il y a le coût de la formation, et puis il y a le matériel qu'il faut acheter parfois, le matériel aussi. Oui, tout ça, nous le savons très bien, nous y réfléchissons, parce que c'est quand même compliqué. Mais je suis sûr qu'avec le mécanisme de financement, parce que là, lorsqu'on pourra mobiliser des ressources nous-mêmes, à travers les collaborations avec le secteur privé ou autre, facilement on pourra réduire de façon sérieuse quand même le coût de la formation pour faciliter aux gens de pouvoir aller à l'école. Il y a le coût de la formation, mais il y a aussi les opportunités en termes de concours d'entrée. Oui, là aussi, on le fait aujourd'hui, mais ce n'est pas suffisant, il faut le dire, parce que chaque année, on a des boursiers que nous envoyons dans nos établissements, et là, ils ne payent rien. Donc l'État prend en charge la formation à près de 320 000 francs en totalité. Mais nous sommes en train de voir comment augmenter le nombre de boursiers désormais pour pouvoir faciliter aux apprenants, pour pouvoir accéder aux différentes offres de formation. Nous y pensons vraiment. D'accord. Oui, Justino ? Non, je voulais réagir ou donner mon apport sur la question du coût. Vous savez, il y a quelque chose que j'aime à dire, beaucoup ne sont peut-être pas d'accord avec moi, mais il faudrait qui s'accuse. J'aurais bien voulu, mais c'est à cause de l'argent. J'aurais bien voulu, mais Justino, la nature ne nous a pas tous dotés. Vous savez, des mêmes moyens. Des mêmes moyens, reconnaissons-le. Il faut quand même commencer par tenir un langage et commencer par le dire tout haut. Cela, il va de notre bien. Ce n'est pas pour me démotiver. Commençons par être des vrais résilients. Ça m'a plu, mais je n'ai pas les moyens. C'est trop facile de le dire. Je m'en arrête juste là parce que je dois commenter, je donne des exemples sur moi-même. Il y a des choses que je n'aurais pu jamais faire. Je vais dire, c'était trop cher. Mais j'ai pu trouver quand même les contours qu'il faut pour y arriver parce que la volonté donne toujours un chemin. Bref. Mais M. Diossou parlait de l'aspect impact de point de vue communautaire. Oui. Depuis quelques jours, je suis revenu juste de Kétou hier dans le cadre de la rencontre des leaders communautaires dirigée par la plateforme. Et je fais un clin d'œil à Sa Majesté Dada Dagbo Kounoukounan II qui a conduit avec maestria à cet atelier. Bref, nous voyons, moi ce que j'ai vu à Kétou durant mon séjour, c'est que les zones rurales telles qu'on voit à Cotonou, comme ville métropole, tout le monde voulait venir à Cotonou. Non. Aujourd'hui, il y a une université à Kétou. Il y a des jeunes qui, quand même, commencent par donner de l'attention aux potentialités, aux ressources de leur milieu. Et cela permet de limiter, de mettre fin au phénomène de l'exode rural. Ça, il faut le dire également. Aujourd'hui, grâce à la formation technique, vous voyez des gens qui sont à Cotonou, mais qui délibérément... Moi, mon jeune frère, même père, mais lui ne veut pas rester à Cotonou, il a fait l'agronomie, mais il est dans son Banikwara, il préfère rester là-bas pour développer son activité. Vous voyez, donc, aujourd'hui, nous sommes en train de redonner, de nous replonger, de voir toute notre attention, de réadmirer, de recontempler ce que nous pouvons faire dans nos communautés en se faisant venir à Cotonou. Croyez-vous que le recours à l'enseignement technique et aux formations professionnelles est la solution ultime face au chômage dans notre pays? Nous vous avons posé cette question et vous y avez répondu. Maurice Tonton nous rejoindra sur ce plateau. Il nous dira ce que vous en avez dit. Bonjour Maurice.
Bonjour Rachidat, bonjour à tous et bonjour à toutes. La question du jour de ce jeudi, vous venez justement de la rappeler et il faut dire que nos amis internautes ont réagi à cette interrogation et ce que je retiens essentiellement de leurs commentaires, c'est que effectivement le recours à l'enseignement technique et aux formations professionnelles peut donc être un levier pour tout au moins réduire le chômage, notamment au sein de la couche juvénile. Il y en a quelques-uns qui ont également expliqué qu'il ne suffit pas uniquement de recourir à ces formations, mais l'écosystème, disons, économique de notre pays même doit être dynamique et s'adapter aux besoins réels du marché pour réduire effectivement le chômage. On va donner lecture rapidement de ces quelques commentaires. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par X, la plateforme anciennement appelée Twitter. Là-dessus, on a un commentaire ce matin, c'est Rock Tinkpon qui a laissé un commentaire sur X qui écrit « Ce sont donc des savoir-faire. Lorsqu'on vous retire le stylo, les débouchés vous donnent la capacité qu'il faut pour être à votre propre compte et en aucun cas au chômage. Exemple, il n'y a jusqu'aujourd'hui aucune école digne de formation en conduite de machines de BTP chez nous. C'est un constat que cet internaute l'a fait dans son commentaire. On va maintenant aller du côté de Meta, de Facebook, si vous préférez. Koumassa Maurice nous écrit « Le recours à l'enseignement technique et aux formations professionnelles peuvent donc bel et bien réduire le taux de diplômés sans emploi lorsque les curricula de formation sont revus pour être plus pratiques, contrairement à ce qu'ils sont aujourd'hui, puisque les gens, selon lui, sortent techniciens professionnels ou agronomes sans être en mesure de démarrer une machine de travail eux-mêmes. » Parfait, Zinvo Edo va à peu près dans le même sens en nous écrivant que l'enseignement technique et les formations professionnelles sont un levier important pour réduire le chômage, notamment en offrant la possibilité à certains de devenir autonomes en créant leur propre emploi. Cependant, écrit-il encore, malgré ces opportunités d'auto-emploi, le chômage persiste parmi les diplômés de ces filières. Sans une économie dynamique, l'enseignement technique ne peut à lui seul éradiquer le chômage. De plus, dans certains contextes, ces formations sont souvent perçues comme moins prestigieuses, ce qui en diminue l'attrait pour les plus jeunes. On va terminer avec le commentaire de Roland Caliste Boko, toujours sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Il nous écrit que l'enseignement technique et les formations professionnelles peuvent être l'une des solutions contre le chômage. Il y a une pléiade de palliatifs, mais tout dépend des curricula de chaque pays. Chaque pays donc a ses axes de développement et les programmes de formation doivent être dynamiques, parfois flexibles. Que dire des gens ingénieux qui réussissent sans aucune formation préalable? S'interroge Roland Caliste Boko qui dit « Ils sont altruistes et savent saisir les opportunités qui s'offrent à eux. » Voilà. Ma chère Rachida. De très belles interventions, hein, franchement, des interventions de qualité. Voilà. Merci de nous avoir fait le tri. On remercie surtout Maurice, nos amis internautes qui réagissent chaque jour sur la question du jour sur nos différentes plateformes. Merci pour votre fidélité. Maurice, on se retrouve demain, n'est-ce pas? Absolument, on se retrouve demain. Voilà pour une autre question du jour. Alors, monsieur Kassaliou, je vous voyais prendre des notes avec, des notes avec grand sérieux. Ah oui. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de nos internautes? Je vois que nos internautes vraiment maîtrisent le dispositif, ils connaissent le système, parce que nous avons un enjeu fondamental, ce sont les offres de formation qui ne couvrent pas tous les métiers de notre économie. D'accord. Et pour ça, c'est important pour nous qu'on puisse rapidement élaborer les curricula de formation pour pallier à ce genre de choses. Ça, c'est un aspect. Et il y a aussi le second aspect, c'est qu'aujourd'hui, nos curricula de formation ne sont pas tous à la hauteur des enjeux actuels du marché. Et là aussi, on a mis en place un vaste programme de relecture des curricula de formation qui va s'étendre sur 2 à 3 ans
Donc, c'est sûr qu'on aura bientôt des curricula vraiment adaptés à chaque métier de l'économie nationale. Tout se fait de façon méthodique, Voilà. étape par étape, step by step, c'est ça, non? Et je voulais vous rassurer, parce que vous voulez faire, je pense, la couture, c'est ça si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Couture, il faut dire vous avez là une grande styliste en devenir. Je vois, franchement. je crois. Je vais vous rassurer, vous avez aujourd'hui des dispositifs, malgré vos occupations, à la télé ici, pour vous permettre de pouvoir faire la formation facilement. D'accord. On va en parler au plateau, n'est-ce pas? On aura Rachid Fashion. Ah bah oui, Rach Design, Rach Feeling. Bon, il y a tellement de choses qu'on peut dire. C'est un sujet très intéressant et nous ne manquerons pas de dire qu'actuellement, il se tient au Palais des Congrès les premières journées, n'est-ce pas, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. On voit combien c'est vraiment la priorité des priorités, j'ai envie de dire. Et comme l'ont dit pas mal d'internautes, ce n'est pas la seule solution, mais c'est l'une des solutions parce que c'est plein de choses en tout cas à mettre en œuvre pour que ce secteur-là puisse vraiment décoller. Voilà, on veut plus de menuisiers, oui, parce qu'on en a besoin dans notre société. Oui. On veut plus d'ingénieurs, on veut plus d'informaticiens, on veut plus de mécaniciens, on veut plus de coiffeuses, on veut plus de couturières. Voilà, On veut plus de tout ça. Oui, qui soit vraiment compétent, oui. Mais j'ai très rapidement, que les internautes ont parlé également de l'aspect économique. Et il faudrait également dire qu'aujourd'hui, il y a l'après-formation. C'est vrai, là, nous parlons de la formation, mais il y a l'après qui est décliné à 2 niveaux. Il faut insister là-dessus. Si vous finissez la formation, vous faites l'option de l'employabilité, il y a la NPE qui est là, à travers ces programmes PSIE, Azoli. Et si vous voulez faire l'option de l'entrepreneuriat, il y a la DPME qui est le guichet unique d'accompagnement des entrepreneurs qui est également là, à travers ces projets, le projet PAEL, le projet Rise et plein d'autres choses. Donc, tout est mis en place. Les journées de l'entrepreneuriat, c'est du 13 au... Rappelez-nous ça. De l'enseignement, pardon. Voilà, c'est du 9 au 13. Du 9 au 13. C'est demain la clôture. Et nous invitons toute la population de Cotonou à venir prendre part. Il y a des belles choses qui se passent sur place, on peut avoir des renseignements sur les métiers. Les offres de formation. Vous allez voir tout ce qu'on fait dans nos établissements de très formidable. Et c'est vraiment séduisant. Faites-y un tour, vous ne serez pas dessus. Merci, monsieur Wassiou Kassaliou. Merci pour cet apport significatif au débat de ce matin. Je sens que vous allez revenir par ici. Ce sera désormais votre famille. Merci, Patrick Diossou. On est ensemble. Justino Vieira, ce sera tout pour le débat du jour. Chers amis téléspectateurs, eh bien, vous êtes toujours sur 5-6-7 matin. C'est votre matinale. On prend un invité avant de se dire au revoir. Je ne sais pas si vous êtes un passionné de la biodiversité, si vous êtes amoureux de la nature. Eh bien, cet événement... vous plaira à coup sûr. On la retrouve juste après ceci. Alors, dernière escale de 5-7 matin de ce jour et on parle du camp de la biodiversité. Eh bien, qu'est-ce que c'est? On en parle avec mon invité ce matin, Christelle Dakogan-Humbridji. Bonjour. Bonjour madame. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes la directrice exécutive de l'ONG ODDB. Qu'est-ce que c'est ODDB déjà? Dites-nous. Bonjour madame. Bonjour. ODDB, c'est Organisation pour le développement durable et la biodiversité. D'accord. Alors, le camp de la biodiversité, c'est quoi? Le camp de la biodiversité, d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur votre plateau. L'Organisation pour le développement durable et la biodiversité, ODDB ONG, c'est une ONG qui intervient pour la conservation de la biodiversité au Bénin, plus précisément dans les forêts communautaires du sud et du centre du Bénin, avec 4 domaines d'intervention: la biodiversité, l'éducation environnementale, l'écotourisme et le développement communautaire. D'accord. Alors l'initiative Camp de la biodiversité est une initiative... C'est la première édition, il faut le préciser. Exactement, exactement. C'est une initiative qui vient pour renforcer un peu ce que nous faisons déjà avec les jeunes au niveau de nos sites d'intervention. Donc, c'est un camp de 5 jours qui est organisé pour permettre aux passionnés de la biodiversité de découvrir
l'importance de la biodiversité et de ses différentes composantes, d'être initié à la collecte de données sur la biodiversité et également d'être initié aux gestes de premier secours et à la fin avoir un réseau de personnes engagées capables de continuer la collecte de données au niveau des différentes forêts communautaires que nous avons dans notre pays. D'accord. Alors, c'est un moment de grande découverte où vous nous plongerez dans la forêt, je le lis ici, dans la forêt sacrée de Kikélé. Ça, c'est dans la commune de Basila. C'est chez moi, ça. Exactement, c'est dans la commune de Basila, forêt sacrée de Kikélé, une forêt qui abrite une espèce assez importante pour la conservation de la biodiversité au Bénin. C'est une espèce de primate menacée, le colobre de Géoffroy, que les populations de Kikélé considèrent comme leur ancêtre. Et si nous avons choisi ce site pour la première édition du camp de la biodiversité, c'est compte tenu de son importance dans la conservation. D'accord. Et également, c'est un site qui a bénéficié de peu d'attention les dernières années, donc il convient quand même de renforcer un peu la conservation au niveau de ce site-là. Voilà pour les raisons pour lesquelles nous avons choisi de conduire le camp de la biodiversité au niveau de la forêt sacrée de Kikélé. C'est donc une expérience unique à vivre, absolument une occasion d'apprentissage et une occasion de réseautage, n'est-ce pas Christelle? Exactement, Madame Rachida, c'est une occasion d'apprentissage parce que ce camp, il faut le reconnaître, la première édition n'est pas destinée pour les professionnels, mais juste pour les personnes qui sont passionnées et qui veulent bien s'engager à continuer la collecte de données. Donc, c'est un moment d'apprentissage. Les personnes viennent découvrir la biodiversité et comment est-ce qu'on collecte les données sur la biodiversité, que ce soit au niveau de la faune, différents groupes zoologiques ou au niveau de la flore. Et les actions qu'on peut entreprendre pour sa conservation. Et c'est pour quand, Madame Dakogan, c'est pour quand? Le camp aura lieu du 16 au 20 décembre. Du 16 au 20, le 16, ça fait dimanche, non? Ou samedi? Là, on est le 12, donc ça fait lundi. Exactement. Très bien. Donc, du 16 au 20 décembre. Au 20 décembre, très bien. Il y a déjà, les inscriptions sont bouclées déjà, c'est bon. Est-ce que je peux y participer si là, il le vient, l'envie me venait d'y prendre part, qu'est-ce que je fais si l'envie me venait d'y prendre part? Bien sûr, vous pouvez y participer. Nous attendons 30 participants et nous avons encore quelques places disponibles. La particularité de cette année, c'est que nous prenons en charge le camp, sauf que nous demandons une contribution aux personnes intéressées qui est de payer leur déplacement. Ah, d'accord. Paye seulement leur déplacement. D'accord, très bien. C'est intéressant, hein? Cette initiative, c'est un bon plan, en tout cas. Un bon plan à ne rater sous aucun prétexte si vous aimez la nature. Et je vous le promets, la commune de Basila regorge de pas mal de sites à découvrir. Et vous passerez un moment extraordinaire dans la forêt classée donc de Kikélé. N'hésitez pas, franchement. On va laisser un numéro de téléphone rapidement pour ceux qui veulent bien en savoir un peu plus, oui. Oui, pour tous ceux qui veulent en savoir plus, c'est le 01 64 18 18 08. D'accord. 01 64 18 18 08. Alors, Christelle Dakogan Hongbeji, je rappelle que vous êtes spécialiste des questions liées à l'environnement, n'est-ce pas? Spécialiste en gestion de la faune et des aires protégées. D'accord. Donc, quand vous parlez de ça, vous savez de quoi vous parlez. Bien sûr. Exactement. Un mot de la fin? Un appel? Oui, je vous remercie de nous accueillir sur votre plateau et je voudrais exhorter les jeunes et même les plus jeunes, toute personne ayant au moins 18 ans, à s'intéresser à cette activité et toute autre activité du genre, car la conservation de la biodiversité, c'est notre cause commune. Aucune intervention ne sera de trop. Tout le monde doit apporter sa contribution. Je vous remercie. Merci Christelle Dakogan Hongbeji, c'est donc du 16 au 20 décembre 2024, première édition du camp de la biodiversité. Je sens que ça va être très intéressant avec un programme vraiment fait de diverses formations, n'est-ce pas, de visites touristiques et autres. Exactement. Merci à vous. Merci. Et ce sera tout pour 5 sur 7 matin de ce jour que je vous remercie d'avoir suivi, chers amis téléspectateurs. On va se retrouver demain. Vous connaissez l'horaire, 7h, 9h.